Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 30 septembre. On est sûr que nous sommes le 30 septembre? Je crois, oui. On est sûr que nous sommes le 30 septembre. Il est 8 h. Mina Abed est déjà parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Mina, vous la retirez kahwa. Ah ouais, zouch, il n'y a aucun problème. Eh bien, bienvenue à toi plaisir, dans merci. ce magnifique décor. Exact. N'est-ce pas? Très convivial, hein? Très convivial, oui, beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs, très familier, très convivial. On se sent plutôt On se sent plutôt à l'aise. Hein. à la maison. À la maison, N'est-ce aussi, exactement. Eh ben voilà. Sinon, on a passé une bonne semaine, Mina? Ça se passe bien? Oui, excellente. Hein. Et ben voilà, c'est déjà la fin du mois, donc de septembre. À partir de demain, ce sera le 1er octobre. Donc Déjà, on va ça passe recevoir vite. un nouveau mois, un mois qui nous dit beaucoup pour le mois d'octobre. Exactement, n'est-ce pas? C'est un mois donc qui est hautement dédié à la sensibilisation à la première pathologie qui tue plus les femmes, Baïtchar. Donc il s'agit donc du cancer du sein, c'est l'octobre rose. Donc plusieurs manifestations, plusieurs programmes, surtout les dépistages se font de façon gratuite. Plusieurs caravanes, donc généralement de la société civile qui se déplacent au niveau des zones, des régions les plus enclavées pour pouvoir permettre donc à toutes ces femmes de profiter donc de ce dépistage. Tout à Vous fait. l'auriez compris, nous allons en parler ce matin. Exactement. Tu sais, Mina, qu'il y a même de très très belles initiatives auprès des femmes qui ont malheureusement ont eu le cancer du sein. Eh bien, il y a des personnes qui ont pensé à leur confort. En faisant plusieurs confections, plusieurs créations, dont des coussins spéciaux pour les femmes. Eh bien oui. Ouais, franchement, ça c'est Eh intéressant. ben oui, parce que paraît-il que il y a des douleurs que les femmes donc après des séances de chimiothérapie, donc les femmes, elles vivent quand même un moment très douloureux. C'est très Et douloureux, donc il y a exactement. une dame qui a pensé à toutes ces femmes, elle a confectionné des coussins spéciaux pour ces femmes. Nous allons la recevoir ce matin. Franchement, bravo à elle. Hein. Et ben voilà. Donc restons toujours dans la société, restons toujours sur la question de santé, de prise en charge. Nous allons parler donc de la tranche du 3e âge, donc les personnes âgées, puisque nous célébrons leur journée. L'association dédiée aux personnes âgées sera parmi nous ce matin pour revenir sur un événement qui aura lieu ce soir, donc au profit des personnes âgées. Parfait. Voilà. Donc comme quoi on n'oublie pas donc les différentes franges de la société, n'est-ce faut pas, pas. Mina? C'est une tranche très importante. Effectivement. Notre société, exactement. Effectivement. C'est ce qu'on dit toujours, hein, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Plus on vieillit, plus on devient sage aussi. Plus on devient sage, et donc c'est Exactement. grâce à cette frange de la société d'ailleurs que nous arrivons à apprendre tout ce que nous arrivons, Exact. On tout ce que apprend nous apprenons d'ailleurs. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours, effectivement. Et aussi, donc, cette semaine, nous allons parler plus art cette fois-ci. Donc, cette semaine du 4 au 8 octobre, un festival donc très attendu, un rendez-vous annuel, le FIBDA. Le FIBDA. Voilà, le festival donc, de la bande dessinée aura lieu cette semaine. Nous allons revenir sur l'organisation. Voilà, donc un petit peu pour le menu. Mais avant de te donner la parole pour nous donner un petit peu les nouvelles du ciel, tu as dormi à quelle heure? Non, t'as pas envie de le savoir en fait. Oh oui, bon, quand il s'agit de Mina Abed, c'est jamais avant minuit. Hein. Ce serait vraiment trop beau. Sacrilège. Attends. Franchement. C'est jamais, On je vais se réveille- rater quelque chose. Bon, et on se réveille à quelle heure le matin? On se réveille à 6 heures. On se réveille à 6 heures. On dort, je dors dans les 4 heures, 5 heures par... Ouais, 4 heures, 5 heures par nuit. 4 En heures, ce 5 moment heures par nuit. Tout à fait. Voilà. Alors, je ne saurais te dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup, parce Pas que beaucoup. paraît-il, le nombre d'heures, on va dire, destinées au sommeil, tout dépend de la tranche d'âge, tout dépend aussi du sexe de la personne. Donc, c'est vrai que pense que chaque c'est pas personne beaucoup. a des besoins spécifiques. Je sens en que je vais être sommeil. engueulée par... Dr Belachno? Oui, Nous oui, allons je- tous être engueulés par Dr Belachno ce Ouais, matin. ça va être effectivement. incroyable, ça va être... Ce matin, vous l'auriez compris, donc Dr Belachno s'intéressera ce matin à la question du sommeil, particulièrement après la reprise. Vous savez, durant les vacances, on a tendance plutôt à se lâcher, hein, c'est n'est-ce pas? difficile, hein, après Mais les vacances. c'est un petit peu justifié aussi, Mina, parce qu'en période de vacances, les enfants particulièrement, ils ne se dépensent pas assez la journée, ils ne sont pas Exactement. assez fatigués, donc automatiquement, le soir, ils ont du mal à dormir, et puis hop, c'est la reprise donc, des écoles, on a vraiment du mal à régulariser de manière, C'est donc à difficile, revenir un là. petit peu C'est difficile, aux c'est vrai. horaires voulus. Donc nous parlerons donc, de tout cela en compagnie de Dr Benachno dans un petit moment, mais avant cela, ce sera les nouvelles du ciel, n'est-ce pas, Mina? On va Mais ce essayer. sera juste après cela.
La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et donc, Mina, il faut dire que c'est la saison où on ne sait pas trop quoi faire et on ne sait pas trop Mais moi, je comment sais pas quoi s'habiller. faire. Voilà. Voilà. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment s'habiller, particulièrement le matin. Alors le matin, on sort tous en ce moment avec une petite veste, un petit Exactement, gilet, mais vers après, midi. On enlève la veste et puis voilà. Bah, même moi, je sais pas quoi faire, donc voilà. Donc je sais Même pas Miss si Météo, je voilà. vais être utile aujourd'hui ou pas. Bon, déjà nous donner les différentes fluctuations de température de la Voilà. journée. On va essayer de. Ça serait déjà pas mal. Voilà, on va essayer de s'adapter en fonction voilà. des Oui. températures. On va essayer. Tu nous donneras un peu plus de détails. Écoute, oui. avec C'était plaisir. brumeux quand même ce matin. Hein. Et de quoi? Un petit peu brumeux ce matin. Un petit peu brumeux, un petit Oui. peu gris. Il fera un petit peu gris aujourd'hui. Un petit peu gris. Un Bon. petit peu, oui. Après, c'est normal. Hein. C'est la saison. C'est la saison, c'est tout à C'est la fait saison. normal. On a besoin de pluie aussi, hein, donc Oui, effectivement. on espère en avoir. C'est ce qu'on espère, effectivement. On On espère en espère en avoir un peu plus de détails, Mina. Avec plaisir. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et bien pour aujourd'hui. On entra un ciel assez couvert hein, vers l'ouest du pays avec des averses, des orages, également vers les côtes et vers l'intérieur. Sur le centre, des passages nuageux avec possibilité de quelques pluies, des pluies accompagnées d'orages en journée, notamment vers les régions côtières avec des vents assez forts jusqu'à 50 km/h. Sur la partie sud, eh bien, ça sera un petit peu la même chose, hein, des nuages, des averses, des orages également sur la Saoura, quelques pluies sur le sud-ouest, et puis un ciel plutôt dégagé sur le Sahara central, le Nord-Sahara ou encore le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord un minimum de 16 degrés al-Boyat et l'Hama, on notera 17 à Chefrilizen et Tiaret, 22 degrés du côté d'Alger, 24 degrés à Tizi Ouzou, 28 à Annaba, 24 à Batna, 30 degrés, Gardaya, Hassim Saoud, 41 degrés du côté d'Ilizi, on notera 18 seulement à Bachar, 34, Tindouf, 39 à Drar et enfin 43 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer agitée hein, sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 30 km/h vers la partie ouest et entre 30 jusqu'à 40 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite à l'Asie pour cette journée. Et bien, on notera des pluies assez marquées hein, du côté de Bangkok, Manille, Hong Kong ou encore Singapour et Jakarta. Un ciel dégagé à Tokyo et Pékin. Et puis côté Mercure, on notera 32 degrés à Pékin, 28 à Tokyo, 31 à Hong Kong, 31 degrés également à Manille et enfin 30 degrés à Singapour. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'était donc les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. Donc Mina, on retiendra des températures plutôt agréables pour la journée. Plutôt agréable, mais une petite baisse hein, quand même. Une petite baisse, voilà. Et voilà, On est à 22 degrés. 22 degrés, il faut faire un petit peu attention. Hein. Vigilance à l'ouest, il faut faire très attention, beaucoup de pluie, des orages. Voilà, donc aujourd'hui, mieux vaut faire attention. De toute façon, les pluies, marhaba bihom, hein. Marhaba bihom, exactement. Marhaba bihom, n'est-ce pas, Exactement. on en a besoin. Merci beaucoup Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure Avec plaisir. à 10h. Oui, j'allais dire à 10h30, mais non, c'est à 10h. C'est à 10h. C'est Oui, à 10h, effectivement. Et donc, après journal télévisé du midi, Tout à après celui de fait. 19h pour un peu plus de détails. Exactement. Merci beaucoup, Merci. Mina. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Pause musicale, ça te dit comme à l'accoutumée? Avec plaisir. Eh ben voilà, on ne change pas les bonnes habitudes. Hein. Bah, non. Allez, ce sera pause musicale en compagnie de Youss.
est parmi nous ce matin. Docteur, bonjour. Marhaba. Bonjour, sabah al-khair. Comment ça va? Ça va, comment dire, agréablement surpris par ça vous plaît, ça nous fait plaisir que ça vous plaise. Oui, c'est beau, c'est intime. رانا في الدار. Exactement. بصح ما كنلاقاها وي لسني Madame la réalisatrice, Allah yfena. Non, ça va aller Ça va de avec soi, ce effectivement. décor. بقراج فناجل alors on y va. Surtout après une bonne nuit de sommeil, Ah, n'est-ce pas? et surtout, je découvre que Raki est une vraie professionnelle. C'est-à-dire tu reviens, une vraie professionnelle, tu reviens au sujet après c'est salam alek. Oui, on va parler du sommeil. Mais s'il y a une chose aussi fondamentale dans la vie et dans la bonne santé d'une personne, il y a le sommeil. D'ailleurs, docteur, par rapport au soleil, le soleil aussi c'est important. Hein. Donc par rapport au sommeil, comme vous le dites si bien, même les mamans d'ailleurs, lorsqu'elles s'inquiètent pour leur bébé quand il ne mange pas, parce que c'est vraiment l'épisode que pratiquement toutes les mamans passent avec leurs enfants. Donc quand l'enfant ne mange pas et qu'on emmène l'enfant chez le pédiatre, première question qu'il pose, est-ce qu'il dort bien? S'il dort bien, après on le laisse, quand il aura faim, il mangera, il ne faut pas s'inquiéter pour cela. C'est vraiment le sommeil qui est l'activité, on va dire. On dit, parce que vous avez parlé il mange pas, tout ça. Mais il y a l'expression qui dort dîne. Oui, effectivement. Qui dort dîne. Plus important que se nourrir, relativement, par rapport au sommeil. Je crois que le sommeil est le plus important, plus que la nourriture. Peut-être que certains vont avoir la peau qui va se hérisser, mais c'est fondamental dans le sens où, pour pouvoir vivre, pour que maintenant on puisse bouger, pour que les caméramans sont là, les techniciens, les gens, ce qui assure notre activité physique, mentale, notre participation à la vie de tous les jours, c'est parce qu'on a bien dormi. Et je vais donner un exemple. Très souvent, on se rencontre entre collègues ou là. Ah bonjour, ça va la baisse? Ah ouais, je suis pas bien. Et là, on le remarque. Rakm karfas. Voilà, c'est vraiment l'expression qu'on dit rakm karfas. Rakm karfas. Mkarfas, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand on prend un bout de papier et qu'on le froisse. Froisse, c'était pas bien. Oui, hier soir, j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai pas bien dormi. Même les cauchemars, même tout ça, j'ai pas bien dormi. Mais il y a des causes. Par contre, parfois, nous-mêmes, on le dit face à nos proches ou à nos collègues. Ah, alhamdoulilah, je suis en super forme, tout ça. Donc, vous voyez que le sommeil fait quelque chose au niveau de notre corps et surtout de notre cerveau. Il impacte tout le comportement journalier. Pourquoi? C'est quoi le sommeil? Et entre parenthèses, vous savez qu'il y a des études de grandes armées, par exemple l'armée américaine ou allemande, on fait des études sur le sommeil, des études dans des centres ultra secrets. C'est des recherches qui sont très pointues et très... on dirait que c'est un secret, et c'est un secret d'État, dans des endroits avec des appareils, avec des cobayes, avec tout ça. Vous voyez l'importance du sommeil. Et le sommeil, pourquoi on dort? C'est le sommeil, pourquoi on dort? Pourquoi on a le sommeil? Vous savez que maintenant, dans la journée, on a commencé une journée. On bouge, on parle, on est heureux, on est malheureux, on est en colère, on se dispute, il y a les transports. Donc le corps à l'intérieur et surtout le cerveau qui doit répondre à tout ça. Il y a des toxines. Je prends souvent l'exemple, un magasin, la supérette du coin. Le matin, il ouvre, on entre. Toute la journée, les gens déplacent les produits, il y a du bruit, on marche. À partir d'un certain moment, le propriétaire, il va fermer le rideau. Tenez-vous bien le rideau. Le rideau. Pourquoi? Il va nettoyer son magasin.
Et nous, le matin, quand on rentre, quand il va ouvrir, on va trouver un magasin bien achalandé, propre, tout ça. Eh bien, c'est ce que fait notre corps quand on dort. Il procède à un nettoyage, entre guillemets. Mais j'aimerais insister sur le fait qu'il baisse le rideau et nous, quand on dort, on baisse les paupières. Les paupières, effectivement. Et justement, en restant toujours dans le sujet d'aujourd'hui qui est le sommeil, alors le plus gros problème qui se pose avec le sommeil, docteur, c'est avec les enfants, particulièrement après la reprise. Donc on sait très bien que le sommeil, donc, comme vous le dites si bien, non seulement il nettoie le corps, mais il a aussi d'autres bienfaits. Donc déjà, il participe à la croissance du petit, des enfants d'une manière générale, à développer la mémoire. Donc finalement, tout est basé sur le sommeil. Je sais ce que j'ai aujourd'hui avec le soleil. C'est bien. Je crois que j'ai fait le plein de la vitamine D. Radieuse comme un soleil. Probablement. En tout cas, merci beaucoup. Donc je disais, on a du mal à réguler, encore une fois, le sommeil des enfants une fois la reprise scolaire est là. Vous savez, j'ai dit que le sommeil était fondamental. Depuis l'enfant dans le ventre de la maman, il dort. Oui. Il dort. Ensuite, vous savez que la durée du sommeil, le temps du sommeil est fonction de l'âge. Ça, il faut le comprendre. Oui. Le bébé, il dort jusqu'à 12 heures. 12 heures, il dort. Mais il ne dort pas, c'est son corps qui est en train de se former, de se développer. Et au fur et à mesure, la quantité, entre guillemets, d'heures de sommeil va diminuer pour vraiment, pas disparaître, mais vraiment diminuer avec l'âge. Plus on prend de l'âge, plus. Deuxièmement, il y a des personnalités, chacun, comment il peut rentabiliser les heures de sommeil. Il y a ceux qu'il faut qu'ils dorment beaucoup pour rentabiliser les heures. D'autres n'ont pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. C'est vrai que, docteur, excusez-moi, on lit beaucoup, il faut avoir 7 heures, 8 heures de sommeil, il faut avoir 6 heures, mais beaucoup d'autres spécialistes, d'ailleurs, disent que chacun a des besoins spécifiques concernant le... C'est vrai qu'il y a des normes, il y a une base, j'ai envie de dire, mais ensuite, chacun exprime des besoins spécifiques à lui. Il y a une chose qui est importante, il faut pas oublier que le corps humain est quelque chose d'extrêmement précis. D'extrêmement. On a une horloge interne. On est réglé comme l'horloge. On est réglé. Ce qui est important, c'est vrai que les besoins, il y a des gens quand ils prennent un petit peu de nourriture, ils se trouvent en super forme. D'autres avalent des tonnes de nourriture et ils n'arrivent pas, par exemple, à rentabiliser, entre guillemets. Ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il faut dormir avant minuit. Avant minuit. Ça, c'est pour ne pas dérégler l'horloge interne. Si vous dormez, ça c'est intéressant, si vous dormez à 2 heures, 3 heures du matin, vous vous réveillez à 7 heures, vous vous réveillez toute patraque, comme on dit. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a un crédit sommeil. Notre corps nous fait crédit, comme une banque. Elle vous fait crédit, mais à un certain moment, il faut que vous remboursiez votre crédit. Alors, le crédit sommeil, globalement, chez l'être humain, c'est 3 jours. Le cerveau nous donne un crédit, 3 jours, vous pouvez faire. Ça, on est loin de Ramadan, les veillées, tout ça. Au bout de 3 jours, on a des répercussions sur le corps. On commence à trembler, on est moins attentif, on se concentre moins. Donc, vous voyez que le sommeil, c'est un droit inaliénable et important du corps humain qu'il faut respecter. Alors encore une fois, docteur, pour revenir au gros problème, on va dire que les parents rencontrent. Je vois vous devenir. C'est les enfants, oui, effectivement, je parle en tant que maman. J'imagine que je partage ce souci avec beaucoup. Très important. D'autant plus que la génération d'aujourd'hui, docteur, donc en plus, c'est vrai que les enfants, ils ont envie de faire comme les adultes, ils apprennent par mimétisme. Donc les adultes, ils sont là à veiller, donc les enfants, ils veulent faire comme les adultes, mais il y a aussi d'autres, je vais mettre ça entre guillemets, d'autres fléaux. Aujourd'hui, nous avons la technologie qui fait beaucoup de bien, mais beaucoup de mal aussi, n'est-ce pas? Donc les téléphones, les tablettes, nous avons une belle image là qui représente un petit peu ce phénomène. Et donc, en plus que les enfants ont du mal à dormir, donc il y a d'autres éléments qui viennent perturber, encore une fois, ce sommeil. Chauffez, ce qui est important,
Les tablettes, les instruments électroniques, les écrans, globalement, on parle des écrans. C'est comme les médicaments. Oui. Les médicaments bien utilisés à des doses précises, pendant une période précise, apportent du bénéfice pour le corps. Oui. Les éléments d'électronique, tout ça, ce qu'on appelle les écrans, c'est la même chose. C'est pas les écrans qui sont la cause, c'est nous comment on les utilise. C'est les mal utilisés, mauvaise utilisation. Pour les enfants, ça, c'est important. Il y a des données qui font que, premièrement, il faut faire attention, puisque vous avez soulevé les écrans, attention, les dégâts des yeux. Oui. Ça, surtout l'image était fondamentale, la photo. Où en plus, très proche, donc tout est noir, tout est noir, et là, c'est les yeux. À la longue, ces yeux vont être touchés. Deuxièmement, il y a une donnée de base, et ça, je m'adresse aux mamans, et qui est la représentante syndicale des mamans, c'est la période de l'école. Pendant l'été, pendant les vacances, c'est le relâchement total. Oui. Et c'est le relâchement qui est nécessaire, bénéfique, parce que l'enfant se développe en jouant. Oui. Il se développe en jouant. Voilà une photo terrible là, qui est sur l'écran. Voilà. Justement, j'allais revenir sur cette photo. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent au moins d'avoir beaucoup d'échos, non seulement des échos des enseignants, qui d'ailleurs tirent la sonnette d'alarme par rapport à à une photo pareille, parce qu'aujourd'hui, c'est très récurrent où on voit des enfants qui somnolent à l'école. C'est terrible, là, il est complètement relâché. Et là, c'est important, c'est pas la faute des écrans et des réseaux sociaux, c'est les parents, surtout les mamans. C'est le contrôle parental. Je rends hommage aux mamans parce que c'est elle qui est la plus compétente, entre guillemets, par son amour pour ses enfants, c'est très important. La conduite à tenir actuellement, c'est 2 heures avant d'aller dormir. Voilà. Il faut couper. L'attitude terrible qui est non productive, c'est le papa qui vient jouer au truc. Aïe, qu'est-ce que tu fais là? Aïe, on va dormir. Il ne faut pas envoyer un enfant qui a coupé brusquement un écran. Pourquoi? Parce que quand je suis face à un écran, il y a plusieurs systèmes dans ma tête. Il y a mes yeux, il y a mon cerveau, il y a mon suivi, la mobilité. C'est tous ces systèmes, il faut qu'ils soient apaisés pour pouvoir dormir. Oui. Souvenez-vous, quand on était jeune... ce qui est aussi valable pour les adultes. Oui, bien sûr. Et souvenez-vous, souvenez-vous, avant de dormir, on nous racontait des histoires, quelle que soit l'histoire fantastique, descendant, tout ça, mais au fur et à mesure, on préparait l'enfant à dormir. Ensuite, il y a le rituel du sommeil. Et ça, c'est pour les adultes partout, même chez les enfants. Il leur faut leur petit nounours. Oui. On le place comme ça. Non, mon oreiller, il faut qu'il soit comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le rituel de sommeil. Là, vous préparez, vous envoyez des informations à votre corps et à votre cerveau. On va dormir, on va se reposer. Mais se couper brutalement des réseaux sociaux, ça c'est atroce. Alors justement, il y a une autre question aussi, docteur, qui revient très souvent. Personnellement, je ne le fais pas, d'accord, mais j'ai eu beaucoup de Faut ce genre. Avouer, voilà, je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait, je ne compte pas le faire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui rencontrent ce genre de problèmes avec leurs enfants, donc ils ont du mal à dormir, ils savent très bien que le lendemain, c'est très difficile de suivre à l'école, et donc on va donner... De se réveiller, d'aller à l'école déjà, et donc on va donner des médicaments aux enfants pour pouvoir dormir. Alors là, personnellement, je refuse totalement de répondre à ces parents, je dirais même, c'est des meurtriers avec une bonne intention. C'est-à-dire, je vais... Il y a toujours une bonne intention derrière. Oui. Voilà. Alors là, il faut prendre les devants quand l'enfant est encore bébé. Oui. Quand l'enfant est encore bébé, on lui donne un sirop pour qu'il dorme le calmant. Non, je crois que c'est à partir de cette époque, d'ailleurs certaines recherches montrent qu'une toxicomanie, que des drogués commencent à ce moment-là. On habitue le corps de cet enfant
qui va devenir adulte, on l'habitue au calmant, entre guillemets, au sens là. Ça, c'est absolument proscrit. Wahda. Deuxièmement, s'il ne veut pas aller dormir, on ne le force pas. On le force pas. On discute avec lui, on l'amène tout doucement à ça. Et demain matin, quand il ne pourra pas se réveiller, il faudra en discuter. Regarde, ce matin, tu n'étais pas traque parce que si tu te souviens, hier soir, tu n'as pas voulu dormir, tu es resté à regarder ton truc à l'écran. Je crois qu'il faut être... regardez, nous avons cette photo, par exemple, qui est terrible. Oui, là, je l'ai en face. Elle est atroce. Où sont les parents? Un enfant est un être en formation. Il ne contrôle pas, il ne se contrôle pas, il découvre le monde. Ça, c'est important. C'est comme si vous laissez un bébé à trottiner dans la maison et en laissant du matériel électroménager. Et après, lui, il est fait pour ça, l'enfant. C'est d'aller à droite, à gauche, c'est de découvrir. Mais parce que vous êtes parent, il faut être responsable. Et là, je m'adresse parfois, les mamans sont débordées, débordées. Je crois que là, les parents, les hommes doivent, les maris, les papas doivent jouer un rôle. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pas l'enfant, c'est pas le gosse qui est en défaut, c'est moi qui n'ai pas été capable de le diriger. Pas été capable, pas volontairement ou la mon corps, comme on dit, mais la vie de tous les jours nous fait oublier que l'on est des parents. Être parent, c'est quoi? Être parent, c'est permettre à cet enfant de se développer, d'être en forme, et de ne pas s'étonner. Mon enfant, il est tout le temps endormi. Oui. Mon enfant, mauchiji baroho, à l'expression au point de vue santé. Mon enfant. Corpulent surtout, donc il grandit pas, il grossit pas. Et surtout, m'occuper de mon enfant à la fin du premier trimestre, lorsque je vais à l'école chercher son bulletin. Le bulletin n'est que la somme, n'est que le résultat de beaucoup de comportements, parmi eux le sommeil. Le sommeil. Les vacances viennent de se terminer. C'est tout à fait normal, les gosses se sont vidés. C'est important. Mais il faut qu'ils habituent leur corps grâce à l'éducation. L'éducation au sens large du terme, l'éducation, les faire revenir au problème de sommeil, au problème de manger et quoi manger. C'est un tout. Hein, c'est un tout, effectivement, c'est un tout. Alors, mais sinon, si on doit donner un conseil aujourd'hui aux parents, à quelle heure on doit mettre nos enfants au lit? Là, on peut y aller. C'est quand il exprime le besoin, on le sent. Les parents sentent quand il est fatigué. Mais après, on peut instaurer une habitude. Mais attention, il faut être strict. Dormir à 9h, 10h. Sans tintamarre, sans crier, sans le faire pleurer, sans le susciter une opposition, qui marque le qbilat, prendre la tactique qui consiste le lendemain, il ne va pas se réveiller, ou là il ne sera pas trac, alors on le verra comme ça. À ce moment-là, il faut entamer une commune. Tu as vu, hier soir, tu n'as pas voulu dormir. Voilà. Expliquez ce que c'est que le sommeil. Il y a des dessins animés, qui expliquent ce que c'est que le sommeil, l'intérêt du sommeil. Et surtout, imposer une discipline. Comme on lui enlève ces boissons, les gazeuses, je garde le terme général de gazeuse. Non, ça c'est à la comment tu prends de gazeuse et tu m'interdis à moi de prendre de gazeuse. Et c'est bon de ne pas prendre du gazeuse, même pour les parents. Alors justement, en parlant de gazeuse, parlant de liquide, il y a aussi l'autre rituel du sommeil, c'est vraiment inciter les enfants à aller faire pipi avant de dormir pour pouvoir avoir une nuit de sommeil complète, pleine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énurésie. Oui. C'est la grande peur des mamans. Oui. C'est le pipi au lit. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en main. Premièrement, au point de vue psychologique chez l'enfant, c'est atroce. Les fameux chaque jour. Des fois, ça arrive quand même à un âge assez avancé. J'ai des enfants de 13-14 ans. Voilà. Donc là, c'est vraiment à prendre en compte.
Ce sera probablement nos prochaines. Il faut faire suivre ça par les parents, par les médicales, mais avec une touche très très fine, pas de scandale ou de montrer du doigt parce qu'il y a la personne qui a une formation. Mais sinon, Amal Almi, notre rédactrice en chef, a déjà commandé son sujet pour la semaine prochaine, n'est-ce pas? Restons dans le sommeil, puisque docteur, vous nous avez expliqué tout à l'heure que le corps nous donne des crédits pour le sommeil. Donc on peut rembourser le crédit par une sieste, par exemple, n'est-ce pas? Ce sera notre sujet de la semaine prochaine. Voilà, là c'est important. C'est important. Là. Et même dans les écoles, regardez, dans les crèches, on fait des siestes. Oui, mais la sieste, il faut qu'elle se déroule. Moi, j'ai vu dans des crèches, je sais pas, on dirait des bêtes les unes après les autres. Non, une sieste, c'est autre chose. Si vous voulez, on en parlera. Voilà, ce sera le sujet de la semaine prochaine. C'est Amal Almi qui l'a commandé pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Elle est très professionnelle. Ah oui, très d'actualité surtout. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être revenu sur ce sujet quand même qui reste primordial et qui reste l'un des grands soucis des parents, effectivement, particulièrement en cette période de scolarité. En tout cas, merci beaucoup. Docteur, on se revoit vendredi prochain. Inch'Allah. Et voilà. Mais sinon, le week-end, généralement, vous faites quoi? Le week-end, je récupère à la maison. Alors, on récupère à la maison et Samia Bouarour nous propose une belle balade d'ailleurs à Tipaza. Si jamais vous avez envie, c'est pas très loin de chez vous. Hein, de toute façon, oui. Non, j'y vais. Moi, par exemple, des fois, mon petit déjeuner, mon petit déjeuner, je prends un casse-croûte ou un pain beurré, tout ça, et je vais dans un café dans la Mitidja. Ça, ils ont des petits coins qui sont superbes. Eh bien, justement, Samia Bouarour nous propose une petite balade à Tipaza. Pourquoi pas? Ce sera le programme de ce week-end. Allez, je vous laisse avec cette balade. C'est Samia Bouarour qui nous y emmène. On se retrouve juste après. Voilà, de retour sur le plateau, c'était donc une balade du côté de Tipaza. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une frange de la société qui est très importante. Nous allons nous intéresser au troisième âge, aux personnes âgées, puisqu'aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale des personnes âgées. L'association Wafa d'aide aux personnes âgées est parmi nous. Ce matin, nous prépare un très bel événement ce soir au niveau donc, du Palais de la Culture à partir de 16h. L'association est représentée ce matin par son président, M. Hawa Saïd. Bonjour. Merci. Bienvenue
bienvenue à de vous. m'avoir invité. Marhaba bik. Et parmi nous également Monsieur Bachir Sahraoui, bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc le vice-président de l'association. Marhaba bikoum. Alors avant de parler, de revenir sur la journée mondiale des personnes âgées, sur le programme que vous avez préparé pour ce soir, l'association, en quelques mots. Oui, bon, notre association, c'est la plus ancienne en Algérie. Elle existe depuis plus de 35 ans. Notre association, elle est chargée d'aider les personnes âgées sur le plan moral, médical, et beaucoup plus, c'est les accompagner sur le plan social. Sur le plan social, effectivement. C'est vrai que c'est une frange qui reste quand même très vulnérable, particulièrement sur le plan santé. Mais sinon, c'est une association qui active beaucoup, qui fait beaucoup donc d'actions sur terrain. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'auxiliaires, n'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'on est, où est-ce que nous en sommes avec ce projet des auxiliaires donc, qui sont formés pour accompagner ces personnes? Oui, justement, nous sommes en train de préparer et nous sommes en pleine négociation avec le ministère de la formation professionnelle. C'est pour créer une cellule pour les auxiliaires de vie. Oui. C'est vrai que les auxiliaires de former les auxiliaires de vie. C'est très important la formation parce que ça reste quand même les personnes âgées ont tout un passé, ont une expérience. Donc le traitement il est très particulier. Effectivement, ça demande beaucoup plus d'attention, bien sûr. Beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'attention. Et beaucoup plus de l'écoute et de la considération. Oui. C'est très important pour la personne âgée. Oui. Il faut d'abord les écouter. Ils ont beaucoup de choses à dire. Et bon, ils ont beaucoup de belles choses à dire, beaucoup d'enseignements. Je vous assure, madame, la personne âgée, c'est un trésor de la personne âgée. C'est une bibliothèque. Mais malheureusement, les jeunes, c'est dommage. Oui. Voilà, donc c'est ce que vous faites au niveau de l'association, c'est beaucoup de sensibilisation d'ailleurs. Nous sommes en train de travailler pour sensibiliser les gens. Par exemple, avec le docteur Sahraoui, alhamdoulilah, c'est un docteur en anthropologie, sur les poèmes, les pièces théâtrales, c'est pour sensibiliser ces jeunes-là. Nous sommes en train de préparer une grande pièce théâtrale de sensibilisation. بعد نشوفوا مع le ministre de l'Éducation pour les faire passer dans des écoles pour sensibiliser les jeunes. Oui. Voilà. D'ailleurs, il y a de très belles initiatives qui se font un petit peu partout dans le monde où on fait rencontrer, d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de maisons de retraite dans le monde où on fait rencontrer les tout petits, donc vraiment les enfants au niveau du primaire avec les personnes donc, qui sont au niveau des maisons de retraite pour qu'il y ait un petit peu cet échange générationnel, n'est-ce pas? Et c'est bénéfique pour les deux, n'est-ce pas? Surtout la narration. La narration. Cette école qui a donné beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un projet. C'est un projet de l'association. Oui. Faire des pièces théâtrales, un peu de la narration, de la poésie, et rencontrer les personnes âgées avec des enfants. Les écoles, les CEM, les lycées, et pourquoi pas les universités. Oui. C'est-à-dire pour consolider cette cellule qu'on a vraiment. C'est bien dommage d'ailleurs. Oui. Cette cellule familiale, on va essayer à travers la narration, cette école qui a donné dans notre histoire. Vous savez, les très grandes narratrices dans l'histoire sont les grands-mères. Elles sont. D'accord. Ah oui. Je peux vous citer, la Fatma Nsoumer était une grande narratrice. On a Tinhinen, on a Tassadit, on a Zahwa, la Kasba. Dans chaque foyer, il y avait une narratrice. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous sommes une société à tradition orale, n'est-ce pas? Parce que tous, comme nous sommes, enfin que nous étions, nous avons tous été d'une manière ou d'une autre bercés par les histoires des grands-mères. Ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître leurs grands-parents, c'est les voisines. Donc il y a finalement toujours cette relation. Effectivement, mais sinon, donc pour marquer cette journée mondiale des personnes âgées, un très bel événement qui sera organisé cet après-midi à partir de 16h. Oui, à partir de 16h au Palais de la Culture. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Voilà, marhaba bikoum.
c'est pour le public. Voilà, c'est pour le public. Donc, on va revenir un petit peu sur le programme de cet après-midi. Bon, on a un grand programme. Il y a des vedettes qui m'a Karim Salhi, par exemple. On a Elias Khsmtaini. On a la grande dame de l'Andalous, c'est Zakia. Madame Zakia Karatarki. Ah, d'accord. الله يبارك. En principe, كانت تكون معها نرجس. Malheureusement, la dernière minute, elle a un petit empêchement. Et elle s'est Ce excusée. ne sera que partie remise. On sait très bien que Narjis, elle répond toujours On a présente. un très bon groupe Chabi. Chabi. Il y a une beaucoup variété. d'ambiance cet après-midi. Il va y avoir beaucoup Ah d'ambiance. oui, beaucoup d'ambiance. Beaucoup d'ambiance, c'est pour marquer la journée. Où on a le grand poète, c'est le docteur Sahraoui, qui est avec nous. On a encore Anna Sahab el-Bouqalat. Oui. La Bouqalat, avec une grande dame, elle est connue. Enfin, il y aura un peu tout, une variété. Voilà, de la poésie, de la narration, des contes et tout, qui touche bien sûr le sujet, des citations, bon, des intervenants, tels que le professeur Benhammer, qui est spécialiste, spécialiste dans le domaine de la gériatrie. La gériatrie. Très bien. Voilà. C'est une spécialité inexistante en Algérie. Inexistante, et d'ailleurs, vous, société il est civile. parmi le premier en Algérie. La gériatrie en Algérie, c'était bien le professeur Benhammer. Effectivement, et d'ailleurs, vous, autant que société civile, vous travaillez beaucoup afin d'instaurer cette spécialité ici en Algérie. Oui, et notre deuxième projet au niveau national, nous sommes en train de penser, de créer et de construire, de créer d'abord, c'est les clubs du troisième âge. C'est une infrastructure inexistante en Algérie. Donc ce sont des clubs où... Non, c'est des clubs. Oui, ce sont des clubs où les personnes âgées peuvent pratiquer plusieurs activités, c'est ça? Oui, d'abord c'est un lieu de rencontre. Les personnes âgées. Et on a trouvé des personnes âgées qui ont un métier artisanal. On va leur créer des ateliers dans les clubs. Et on a une agence de voyage. Et nous sommes en train de travailler, notre association est en train de travailler, et la culture, le tourisme en groupe pour les personnes âgées. D'accord. Bon, si vous me permettez, on a fait la dernière fois un circuit touristique. On a pris 98 personnes âgées. Le circuit EDEC donne 23 jours. Vous êtes parti où? À Alger, Boussaada, Missila, Batna, Biskra, Sétif, quand même. Borj et retour. وعلاش قعدنا 23 jours? La majorité des personnes âgées حبوا les stations thermales. D'accord, effectivement. À chaque fois وين ندخلوا كاش ولايه وين كاين ستاج نقعدوا 3 jours, 4 jours. Oui. وبعد notre association, on a signé une convention avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. D'accord. Pour l'hébergement. C'est-à-dire les auberges déjà. Oui. C'est un peu moins cher par rapport à des hôtels. Oui. Et puis c'est agréable. Hein. Je vous assure, il y a des auberges mieux que les hôtels de 3 étoiles. Oui, ils sont il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance surtout, effectivement. Et bien, les personnes âgées, le groupe Lidena, touchent 3 nuits dans des auberges. C'était les gens, les Daoum Diarhom. C'était les familles, les personnes âgées, les Diarhom. بعد واش صرا هذوك لي جون ولاو تعرفوا العائلات مع بعضهم مع العائلات مع بعضهم après une année le réseau il s'est enrichi il s'est agrandi بعد ولاو يجوا صحاب الولايه دزنا عليهم ولاو يجوا لالجي صحاب الجي ولاو يروحوا عائلات une année après واش صرا تناسبوا مع بعضهم ben voilà on a carrément agrandi la famille c'était vraiment quelque chose de formidable. Nous sommes en train de travailler dans ce domaine pour encore amplifier le circuit. Inch'Allah. Alors, je reviens à vous, Monsieur Sahraoui. Donc, vous, du moment que vous êtes dans la poésie, du moment que vous êtes dans la tradition orale, donc il y a on va dire, une collecte de tous ces poèmes, de toute cette tradition orale, parce qu'aujourd'hui, il est vrai que nos grands-mères nous racontent beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'anthropologues, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup d'historiens qui font un travail colossal, d'ailleurs, pour collecter, pour transcrire, justement, pour la préservation de ce patrimoine immatériel. Mais de votre côté, donc, qu'est-ce qui se fait, encore une fois, pour la promotion de ce patrimoine?
Très bien. Alors, en étant anthropologue, archéologue Oui. et écrivain Tout poète, destiné pour. Oui. en quelques langues, j'écris en arabe, en français, enfin. Et justement, ça c'est mon recueil. Oui. C'est un recueil en français. On écrit de reconnaît, Zolas. le tableau de Van Gogh là. Hein. Bien sûr. Hein? Alors, j'ai un projet justement, bon, j'ai commencé déjà à écrire pour faire des recueils Oui. pour les contes déjà et pour les citations. Oui. Les citations surtout, les citations de l'Afrique du Nord. Les citations, quand on revient encore une fois aux personnes âgées, la génération des jeunes, on a un petit peu du mal à comprendre ce que ces personnes disent parce qu'ils parlent. Justement, tout le discours, il est basé sur des citations, il est basé sur des proverbes. Donc tout le discours est basé sur des citations et des proverbes. C'est ce qui rend finalement ce discours très, très gracieux, très agréable et très difficile parfois à comprendre. Si on veut être les meilleurs, il faut qu'on apprenne à faire le bien. Effectivement. Et c'est ça le projet de l'association WEFA. Oui. Le projet de l'association WEFA, c'est d'éditer justement des recueils, soit en poésie, Oui. en plusieurs langues. Mon projet aussi, c'est de traduire certains écrits, Oui. soit en poésie, soit même en anthropologie ou là, en archéologie, en tamazigh. D'accord? Ça sera en arabe, en français, et même notre langue nationale. En darja. Ou vous parlez de la langue arabe. Oui, l'arabe, c'est littéraire. Et bon, pour les citations, pour des proverbes et tout, ça sera disons en français, en arabe littéraire, بالدرجة, Oui. hein, et pourquoi pas même بالأمازيغية. بالأمازيغية, Voilà. en amazigh, oui. C'est-à-dire, c'est pour le grand public, pour l'Algérie. Voilà, donc pour pouvoir pouvoir. permettre Et justement à tout le monde surtout, l'accès à l'information. Oui, et surtout les pièces théâtrales, le masrah. Oui. Le masrah, c'est-à-dire ça facilite le passage des messages. تكلم أستاذ حواس على مسرحية qu'on a préparé justement, une pièce théâtrale. Il sera joué cet après-midi? Non, D'accord. malheureusement, ما لحقش الوقت. Enfin, pour les prochaines, comment dirais-je, Occasion. c'est ça. Mais surtout ça, c'est les tahsis, la sensibilisation. La sensibilisation. C'est-à-dire باش نرجعوا la cellule familiale. C'est très important la sensibilisation Oui, parce que oui. finalement Oui, dans oui, toutes oui. les Ah, oui, familles, oui. dans toutes les familles, nous avons au moins une personne âgée donc à prendre en charge, n'est-ce pas? Tout en étant très objectif. Oui. Très objectif, très sage aussi, dans ma tête. Moi, je suis contre, c'est-à-dire l'extension de ces centres et tout. Non, c'est ça, ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est éphémère. Vous trouvez une autre solution radicale. Il faut consolider la cellule familiale. Surtout. Et oui. Parce que le cas un peu partout dans les wilayas, ça encourage ce fléau. Pour moi, c'est un fléau qui prend de l'ampleur. On n'a qu'à voir dans les rues les gens qui sont abandonnés, les vieilles personnes plutôt, qui sont abandonnées. Et moi, je préfère toucher le noyau du problème. Oui. Il faut qu'il y ait une coordination entre les ministères. Oui, c'est vrai que c'est une responsabilité multisectorielle. Oui, hein. Oui. Il faut qu'il y ait une planification déjà. D'accord? Une planification. Il faut tout un plan et une coordination entre pratiquement tous les ministères. On est tous concernés. Pour essayer de trouver des solutions vraiment durables, pas éphémères. Voilà, effectivement. Donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est un travail qui commence déjà dès le jeune âge, avec les enfants, au niveau des écoles. Donc, vraiment sensibiliser à la question des parents, quand même. Les parents se sacrifient pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, rendez-vous pris pour cet après-midi à partir de 16h au niveau du Palais de la Culture de Zakaria. Oui, bien sûr, allez-y. Nous sommes en train de travailler avec les autorités
de changer les statuts juridiques dans les foyers des personnes âgées. D'accord. Actuellement, les foyers des personnes âgées, ce sont des mouroirs. Il faut visiter. Ils n'ont rien. Déjà, on a eu une expérience. On a visité un centre psychopédagogique de Hammam Debagh qui se trouve à Guelma, Hammam Srotin, l'ex-Hammam Srotin. C'est une grande structure avec une superficie vraiment énorme et c'est 17 enfants. À l'époque, il y avait Mohamed Salah Montouris, il était le ministre des Affaires sociales à l'époque et du Travail. Ils ont changé de statut juridique, un foyer des personnes âgées. D'accord. Ou actuellement, pourquoi ne pas, au lieu qui m'a dit le docteur Bachir Sahraoui, là, on est contre les foyers des personnes âgées. Pour un pays musulman comme le nôtre, on est contre. Mais il y a des centres déjà, il y a des foyers des personnes âgées. Pourquoi ne pas changer les statuts juridiques, dire un club du troisième âge, plus un centre de santé à l'intérieur de ces foyers, pour ne pas construire. Puisque l'infrastructure existe déjà. Pourquoi encore construire? Et on laisse un département pour les SDF, il faut les prendre en charge. Pourquoi un club? Par exemple, il y a des retraités, les retraités, et un bibliothèque, un Mais comme vous avez dit, il y a des retraités aussi qui ont un métier artisanal. Donc, on peut encore une fois transmettre ce savoir-faire à la nouvelle génération. En tout cas, rendez-vous pris cette fois-ci, cet après-midi, au niveau du Palais de la Culture, donc les Zakaria. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que vous allez entreprendre particulièrement. Et merci de nous avoir invités. Donc, nous avons parlé de la formation donc des auxiliaires de vie qui devient un métier très important. Nous sommes avec le ministère de la formation professionnelle pour créer au niveau de cette spécialité, effectivement. Et justement, nous allons rester dans le domaine de la formation. Cette fois-ci, nous allons aller à la formation du paramédical, qui reste quand même aussi un métier très important. C'est justement Samia Bouarour qui s'intéresse cette fois-ci à la formation professionnelle des paramédicales. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Jihan est parmi les 2348 étudiants fréquentant l'Institut supérieur du paramédical à Hussein-D. À la fin de l'année, elle obtiendra son diplôme de spécialiste en appareillage orthopédique, une discipline très demandée. On redonne aux patients l'espoir de vivre. L'autonomie fonctionnelle. Et bien plus l'autonomie fonctionnelle et la confiance en soi aussi. Mbarek Bourenen, qui est chargé de cette spécialité, est le seul et unique formateur dans cet institut qui espère voir ces jeunes étudiants briller dans l'avenir. De manière générale, pas uniquement l'appareil orthopédiste qui a besoin de pratique. Pratiquement toutes les spécialités du paramédical, le volet pratique est très important. Ces dernières années, l'Institut a été doté de nouvelles structures, notamment des structures de salles de TP. Cela va permettre de développer encore mieux la formation pratique. Cet institut forme des paramédicaux qui viennent des 58 wilayas prêts à exercer dans diverses spécialités. Kamel Mazmaza nous en dit plus. Sur les 15 spécialités de la nomenclature du ministère de la Santé, je dirais 14 spécialités déjà sont fonctionnelles au niveau de l'établissement. Je citerai entre autres les assistants médicaux, les assistants sociaux, les préparateurs en pharmacie, les hygiénistes, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les manipulateurs en imagerie médicale, les infirmiers de santé publique, les psychomotriciens, les laborantins, les appareilleurs, les orthoptistes, les opticiens. Et on a une autre spécialité nouvellement créée cette année, c'est les audioprothésistes. L'audioprothèse donc est la nouvelle filière qui a été fraîchement introduite après 30 ans d'absence. Et c'est Linda Bahamid qui s'en occupe. Il y a un besoin qui se fait ressentir. Il y a une offre de formation. Donc les étudiants à la fin donc, seront sanctionnés par un diplôme de licence en audioprothèse. La pratique va se faire au niveau de l'Institut par rapport au TP et il y aura aussi des stages pratiques au niveau des hôpitaux notamment.
La formation à l'INFSPM se base beaucoup plus sur la pratique pour préparer des générations de paramédicaux compétents et opérationnels. On leur apprend d'abord la déontologie, l'éthique professionnelle, parce qu'ils vont retrouver ça sur le terrain professionnel au niveau des hôpitaux, et c'est très important. Ce n'est pas que les bacheliers ou les terminalistes qui vont, c'est les universitaires qui retournent vers l'optique. On a tout le matériel, ils peuvent aller en stage, ils vont travailler en stage. Cet institut supérieur qui accueille même des étudiants étrangers continue à offrir des formations de qualité aux étudiants qui exerceront dans ces métiers nobles dans l'avenir. Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était donc un reportage de Sania Bouarour qui s'est intéressée à la formation professionnelle donc dédiée au paramédical. Demain, 1er octobre, donc ce sera rendez-vous avec un mois dédié complètement et entièrement à la sensibilisation au cancer du sein. Le cancer du sein, c'est le premier cancer qui tue malheureusement les femmes. Nous en parlons ce matin avec une dame qui ne s'arrête pas tout au long de l'année, pas seulement le mois d'octobre. N'est-ce pas, Madame Hamida Ketab? On ne s'arrête pas tout au long de l'année. Bonjour, bienvenue à vous. Bien sûr, c'est la lutte contre le cancer, on ne peut pas s'arrêter. Doublement le mois d'octobre. Oui, en fait c'est une occasion pour nous, en fait pour tout le monde, même pour les journalistes et tout, justement pour accentuer et pour se focaliser beaucoup plus sur ce cancer. Comme vous l'avez bien dit, c'est le premier cancer qui touche la femme chez nous, plus de 15 000 nouveaux cas malheureusement enregistrés en Algérie. 15 000 nouveaux cas chaque année. Oui, et malheureusement c'est plus de 4 200 décès par an. C'est pratiquement la moyenne de 15 femmes qui décèdent par jour d'un cancer du sein. Et puis quand même, aujourd'hui, on parle en rose du cancer du sein parce que c'est devenu pratiquement une maladie chronique. D'ailleurs, ça a été classé par l'OMS comme une maladie chronique. Et quand c'est précoce, quand il y a une prévention, on peut quand même parler d'emblée de guérison, c'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle donc, le mois d'octobre a été dédié donc, au mois rose, à la sensibilisation au cancer du sein, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, on le sait, les études l'ont bien démontré, que si on arrive donc, à dépister un cancer à un stade très précoce, donc, il y a de fortes chances pour sauver donc, les malades. Exactement. Il y a ce qu'on appelle le dépistage. C'est justement l'intérêt du dépistage et du diagnostic précoce. Malheureusement, on ne peut pas éviter la survenue d'un cancer du sein. Bon, au moins aujourd'hui. Comme tout autre cancer, malheureusement, d'ailleurs. Voilà. En fait, il y a certains cancers qu'on peut éviter par excellence la survenue, comme par exemple cancer colorectal, cancer du col, par exemple. On peut d'emblée éviter la survenue parce que ça prend du temps, le temps l'ikoun après qu'il devienne cancer et tout. Mais malheureusement, pour le cancer du sein, ce n'est pas le cas, au moins pour le moment. Mais quand même, avec un diagnostic précoce, comme vous l'avez bien dit, on peut quand même parler de guérison et puis on peut éviter le pire, c'est la mastectomie totale du sein. On peut faire ce qu'on appelle les traitements conservateurs. On peut faire juste une tumorectomie, garder le sein et puis éviter les lourds traitements, à savoir surtout la chimiothérapie. Et c'est extraordinaire au fait. Et puis, ce n'est pas très compliqué pour faire ce dépistage, c'est à partir de 40 ans. Une mammographie, on la fait chaque 2 ans, à partir de 40 ans. Et comme ça, au moins, on est tranquille, même si la qaddar Allah, s'il va y avoir quelque chose et tout, ça va être vraiment les débuts. C'est ce qu'on appelle les cancers in situ. Et le traitement est très facile d'ailleurs avec les traitements conservateurs. Juste une petite chirurgie et puis ça rentre dans l'ordre et la femme reprend sa vie normalement. Effectivement. Alors Madame Ketab, justement, on le dit chaque année, on le dit à chaque fois lorsqu'on parle du cancer du sein. Donc c'est vraiment à la femme à partir de 40 ans qu'on commence réellement à faire carrément un matraquage, pas seulement une sensibilisation. Cela dit, le cancer du sein ne touche pas que la femme de plus de 40 ans malheureusement, mais on a eu des cas où on a vu même des jeunes filles de 16-17 ans malheureusement qui ont été touchées par le cancer. Et c'est vrai que ce sont des cas très rares, mais ils existent. Et donc cette frange aussi, on doit la sensibiliser par rapport au dépistage précoce, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui ont été touchées avant l'âge de 40 ans, oui, malheureusement. Mais au fait, pourquoi on parle de 40 ans? On parle de 40 ans pour les femmes saines, les femmes qui n'ont rien du tout, ni nodules, ni écoulements, ni rien du tout. En fait, les femmes saines, elles doivent commencer, ils n'ont pas d'antécédents dans la famille de cancer du sein ou ovaire. On parle pour ces femmes-là,
qu'elles doivent commencer à partir de 40 ans, parce qu'elles sont saines, elles n'ont rien, elles n'ont pas d'antécédents. Alors, elles vont faire un dépistage, il y a vraiment comme ça, elles sont saines, elles n'ont rien du tout. Mais par contre, par exemple, quand il y a une femme, même si elle est âgée à moins de 40 ans, par exemple, s'il y a un écoulement, s'il y a un changement du sein, s'il y a, par exemple, un symptôme comme ça qui n'est pas j'allais dire normal et tout, il faut tout de suite consulter son médecin et faire le nécessaire. D'ailleurs, c'est le médecin le seul habilité à vous donner exactement les examens à faire et tout. Et puis consulter et voir s'il n'y a pas un cancer, parce qu'on peut être atteint d'un cancer à moins de 40 ans. Mais les 40 ans, c'est pour les femmes saines qui n'ont rien du tout. Et puis, je vais vous dire une chose que par exemple, ce qu'on appelle, nous, les cancers jeunes, maintenant les cancers à moins de 35 ans, dans le monde, en fait, le pourcentage varie entre 2 et 3%, et malheureusement pour l'Algérie, en fait, pour le Maghreb, c'est une spécificité, on enregistre plus de 12% de femmes. C'est énorme, hein? Exactement, c'est énorme, de moins de 35 ans. C'est pour ça, d'ailleurs, on essaie d'inculquer cette culture sanitaire chez toutes les femmes, même les moins de 40 ans, pour commencer au moins à surveiller sans ça à partir de 20 ans, 25 ans. Par exemple, quand on prend sa douche et tout, surtout après la période des règles et tout, il faut vraiment bien vérifier son sein, s'il n'y a pas, par exemple, un écoulement, s'il n'y a pas un changement, s'il n'y a pas un nodule quelque part sous les selles, ou les axillaires, ou le susclave. En fait, il faut bien chercher et tout pour voir s'il n'y a rien. Là, on peut commencer déjà d'emblée à 20 ans, 25 ans. En fait, il faut avoir ces notions, cette culture sanitaire. Mais pour les femmes saines qui n'ont pas d'antécédents dans la famille, pour faire une mammographie, en fait, c'est des rayons. Et puis une mammographie, on commence à voir réellement chez une femme où le sein est bien dense. C'est là où on peut voir via une mammographie. Mais sinon, par exemple, si on va faire une mammographie pour une jeune de 20 ans ou de 25 ans, d'emblée, on ne va rien voir via la mammographie. Là, il faut faire plutôt une échographie mammaire. C'est pour ça, Yanni, il faut, en fait, on conseille aux femmes de 40 ans et plus, si elles n'ont rien, si elles sont saines, de commencer une mammographie à partir de 40 ans. Voilà. Mais il ne faut pas s'affoler avant, sinon on n'a rien. Mais sinon, il y a, j'ai envie de dire, l'auto-examen clinique, donc après chaque cycle. Donc la femme, les jeunes filles, déjà, on leur apprend à un très jeune âge de s'auto-palper juste après le cycle. Donc tout ça, c'est aussi, ça rentre dans l'apprentissage. C'est ce que je disais. Je parlais de se surveiller, en fait, de connaître son sein et de voir ça après, pendant une douche, après, par exemple, les règles et tout, là où le sein il est bien préparé et tout, pour voir s'il n'y a pas de nodule, s'il n'y a pas d'écoulement et tout. Et il faut le faire. Ça doit être comme ça une culture sanitaire chez j'allais dire, nos jeunes à partir de 20 ans. Mais c'est une culture qu'on doit inculquer justement aux jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, même arrivées à un âge où elles doivent réellement se surveiller. Donc, on parle des femmes de plus de 40 ans qui ne savent toujours pas. Donc, comment faire cet examen juste sous la douche? Donc, ça, quand même, c'est une sensibilisation, un apprentissage très important. Au fait, toute cette sensibilisation, en fait, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, effectivement. Oui, parce que vous imaginez, des fois, par exemple, on trouve des femmes qui a fait, par exemple, 4-5 grossesses et tout. Quand vous lui posez la question, par exemple, c'était quand votre dernière mammographie, elle vous dit, je ne l'ai jamais faite. Vous vous dites, c'est pas normal. Votre gynécologue ne vous a jamais conseillé de faire une mammographie. Alors même le médecin, il est impliqué. Même le médecin généraliste, le gynécologue, en fait, tous les médecins. Même si elle vient, par exemple, pour une angine et tout, et elle a 40 ans, vous devez justement, en fait, on doit faire un examen clinique et lui conseiller de faire sa mammographie. En fait, la sensibiliser par rapport. Au fait, c'est un travail vraiment de tous. En fait, c'est une chaîne et c'est plusieurs maillons et tout. Et chacun a une responsabilité justement dans ça. Entre autres, bien sûr, le mouvement associatif, la société civile, la presse et tout, qui joue un rôle vraiment important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, alhamdoulilah, quand même, on arrive quand même à parler réellement en rose du cancer. Réellement, et surtout, Madame Keita, vous avez fait un travail énorme, vous, la société civile, un peu, on le dit toujours, hein, quand il s'agit de santé, c'est tout le monde qui est appelé à jouer son rôle pleinement. Vous, la société civile, vous avez fait un travail énorme, particulièrement sur le côté, j'ai envie de dire, tabou de la question
question. Aujourd'hui, on en parle aisément. Même les femmes qui vivent donc dans des zones enclavées, elles comprennent et elles arrivent à être sensibilisées par rapport à l'importance donc d'en parler et d'en parler surtout aisément. Oui, oui. D'ailleurs, on l'a remarqué. Au fait, nous, on fait avec le ministère de la Santé des campagnes de dépistage avec notre MAMobile, l'unité mobile de dépistage. Alors, vous vous déplacez, effectivement. On se déplace beaucoup, surtout dans les zones enclavées, dans le sud et tout. En fait, dans les zones rurales et les zones enclavées. Et puis, vous imaginez, on a une demande énorme. Il faut voir un flux de femmes qui viennent pour se faire dépister et c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a vraiment cassé les tabous. Et puis, il y a des gens qui ramènent leurs femmes, leurs filles, leurs mamans et tout pour se faire dépister, pour faire une mammographie. Des fois, on a avec nous, au fait, des médecins hommes. Mais ça ne pose pas vraiment problème pour elles et tout. Elles sont là, elles sont partantes et tout. Elles sont là. Donc, et elles demandent qu'elles sont vraiment, il y a une prise de conscience extraordinaire chez... Effectivement, il y a cette prise de conscience extraordinaire et vous en êtes pour beaucoup. On vous félicite et on vous dit bravo pour le travail que vous faites. Là, il y a quelques instants, nous étions en train de voir de très très belles images de l'un de vos programmes, d'ailleurs que vous faites chaque année. Oui. On est à la 9e édition. N'est-ce pas? La course. Alors, la course là où toutes les femmes sont appelées à venir à participer, les hommes aussi, parce qu'ils ne sont pas à l'abri non plus. Il y a 1% d'hommes qui sont touchés par le cancer du sein, mine de rien, n'est-ce pas? Oui. Et donc là, vous avez ramené de très belles images sur les éditions précédentes. Oui, voilà, en fait, on organise demain, Inch'Allah, la 9e édition de la course féminine contre le cancer du sein. C'est notre rendez-vous annuel où toutes les femmes, en fait, tout le monde est invité, les femmes pour courir et les hommes pour nous regarder et pour nous encourager. Au fait, et aussi les enfants, parce qu'on va commencer justement avec les enfants. Ils vont courir sous le slogan « Je cours pour maman ». En fait, c'est quand même un message pour que les enfants, eux aussi, donnent le message à leur maman et encouragent leur maman à faire cette mammographie, ce dépistage de sein pour rester saine pour eux. Et puis après, ça va être la course pour les femmes. Toutes les femmes sont conviées, sont invitées. En fait, tout le monde est invité. C'est un grand moment. Pour justement, en fait, nous avons 2 objectifs pour cette course. D'abord, c'est une course en solidarité avec toutes les femmes atteintes de cancer du sein. Et puis, deuxième, c'est surtout pour inciter les femmes à pratiquer une activité physique. En fait, c'est l'un des facteurs importants justement pour prévenir le cancer du sein. La toute dernière étude qui a été faite a démontré justement qu'en faisant, par exemple, une activité physique ou une simple marche 30 minutes par jour, on peut éviter la survenue d'un cancer du sein à plus de 38%. Vous imaginez, c'est extraordinaire. C'est énorme, c'est extraordinaire. Énorme. Alors, pratiquer le sport, c'est très bien. Faire une marche, faire une course, faire une activité physique, en fait, même quand, par exemple, quand on fait le ménage ou là, quand on fait des choses, ou là, l'essentiel, on n'est pas, parce que nous, les Algériens surtout, on a le problème de la sédentarité. C'est vraiment un problème pour nous. La voiture, nous avons le temps pour tout, sauf pour le sport. Sauf ça, oui. Et puis, comme voilà, c'est vraiment ça. On est devenu vraiment sédentaire et tout. Donc, la voiture, même si c'est juste à côté, on ne peut pas s'en passer. Alors, quand même, il faudrait penser justement à sa santé. C'est important, la prévention. D'ailleurs, le sport est recommandé pour plusieurs pathologies, plusieurs cancers, entre autres le cancer du sein et tout. Alors faire une activité physique, c'est important. Et puis c'est une occasion justement pour le rappeler, pour les inciter à le faire, Inch'Allah. Inch'Allah, on sera très nombreuses, Inch'Allah, demain, pour être en solidarité avec toutes les femmes. Ça va se passer où? Au 5 juillet, comme d'habitude, à partir de 8h30. Il va y avoir, comme vous le voyez sur la vidéo, il va y avoir les t-shirts roses, les casquettes. C'est tout le monde qui sera habillé en t-shirt rose. Ça va être, Inch'Allah, une très grande vague en rose pour donner de l'espoir et pour être en solidarité avec toutes les femmes algériennes. Inch'Allah, en tout cas, on espère beaucoup de succès pour l'événement de demain. Je voudrais revenir encore une fois aux femmes donc, qui sont atteintes donc, de cette maladie. Alors aujourd'hui, Madame Ketab, il faut dire qu'on fait confiance beaucoup à la science, on fait confiance au corps médical aujourd'hui qui a une grande expérience donc, avec le cancer du sein. C'est vrai qu'il y a malheureusement toujours des décès, mais la science, elle est toujours là à évoluer, à avancer, à évoluer. Donc là, on fait confiance à la science, mais sinon, il y a un autre volet qui est extrêmement important, c'est le volet psychologique, c'est la prise en charge psychologique de la femme qui est atteinte du cancer. Donc là, ce n'est plus le médecin, ce n'est plus la science, mais c'est toute la société.
Ah oui, c'est vraiment toute la société, en commençant bien sûr par le médecin, le psychologue qui doit accompagner justement la femme atteinte de cancer du sein, surtout pendant l'annonce. Là, c'est un moment vraiment difficile, là où on va annoncer à la femme qu'elle a un cancer du sein, et surtout si elle doit, par exemple, subir une ablation totale du sein. Voilà, ça, c'est important. Et puis, bien sûr, c'est toute la famille, surtout si elle est mariée, son mari, c'est important, ses enfants, ses parents. En fait, c'est tout le monde, au fait, qui a une responsabilité, qui a un rôle à jouer, justement, pour essayer un peu d'encourager cette femme à bien supporter et à bien, déjà accepter, déjà accepter, c'est pas vraiment facile, et puis pour l'encourager justement à faire pendant tout le circuit, en fait, j'allais dire du traitement, ça c'est important. Le volet psychologique, au fait, j'allais dire, ça représente déjà d'emblée à peut-être même plus de 50% du traitement. Ah oui, c'est important. Si elle est là, si elle accepte déjà, elle va répondre déjà mieux à la chimiothérapie, au fait, à tous les traitements médicaux et tout. Ça, c'est important. Alors justement, Madame Akteb, vous avez parlé un petit peu du rôle du mari, du rôle donc des hommes dans la prise en charge, dans l'accompagnement, on va dire, la prise en charge et l'encouragement surtout de ces femmes. Notre ami Khairo, donc notre collègue, notre ami Khairo, a fait une très belle création artistique, j'ai envie de dire, qui représente toute cette solidarité. Je vous laisse voir ces belles images et on se retrouve juste après. Voilà, magnifique, hein? N'est-ce pas? Voilà, donc c'est notre ami Khairo qui a fait cette belle création. C'est juste avec du fil de fer, hein? Donc c'est une série de photos qui a été prise et un petit montage avec une belle musique qui représente un petit peu donc toute la présence déjà des hommes dans la vie des femmes pour la prise en charge psychologique qui reste quand même très importante. Tout à fait très importante. Et puis voilà, on essaie d'être là, on essaie d'apporter justement ce plus pour déjà accompagner les femmes. Et puis nous, on a des thèmes principaux pour notre campagne de 2022. On va axer surtout sur l'égalité dans l'accès aux soins, ça c'est important. C'est très important pour toutes les femmes et partout surtout, pour que toutes les femmes soient prises en charge de la même façon, qu'elles soient par exemple à Adrar ou à Tbissa ou à Tlemcen ou sur Alger et tout. D'ailleurs, c'est pour cela, on réclame des consensus thérapeutiques et alhamdoulilah, d'ailleurs, c'est déjà en cours au niveau du ministère de la Santé. Il y a déjà pour cette pathologie cancéreuse, il y a déjà un consensus thérapeutique uni. D'ailleurs, c'est comme un seul protocole qui sera appliqué en fait pour toutes les femmes. Et ça, déjà, c'est extraordinaire pour que tout le monde soit pris de la même façon. Et puis aussi, le droit à la prévention, ça veut dire le droit à une mammographie gratuite, au fait, à partir de 40 ans, chaque 2 ans. Et c'est un travail qu'on est en train de faire avec le ministère du Travail, avec la CNAS et tout, pour que au moins la dame qui est assurée sociale ait droit justement à un accès gratuit. Et puis pour la dame qui n'est pas assurée, justement avec la solidarité via la DAS. Mais on doit penser à ça, on doit avoir justement, parce que c'est pas, sinon c'est juste les femmes qui ont les moyens qui pourront en fait faire sa mammographie, alors que non, on est en train justement de combattre cette année et surtout pendant ce mois justement pour réclamer ce droit et pour arracher ce droit pour que toutes les femmes puissent avoir un accès à une mammographie gratuite justement dès 40 ans, chaque 2 ans, Inch'Allah. Et surtout le secteur privé aussi, il est appelé à contribuer. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que les hôpitaux sont là, ils sont ouverts, mais après, il y a un débordement. J'allais dire surtout pas dans les hôpitaux, parce qu'en fait, on ne peut pas parler de dépistage au niveau des hôpitaux, parce que les hôpitaux, c'est d'emblée des centres de traitement. C'est déjà pour les femmes qui sont déjà atteintes. Mais pour le dépistage, on n'a pas encore des centres qui sont dédiés pour le dépistage dans le public. Mais par contre, dans le privé, oui, c'est pour ça d'ailleurs, je vous ai dit qu'on est en train de travailler sur ça avec la CNAS et avec le ministère de l'Intérieur, du Travail, justement pour que ce geste, la mammographie, soit prise en charge justement par la caisse sociale et tout, et on aura un accès gratuit dès l'âge de 40 ans, chaque 2 ans. Inch'Allah. Voilà. Mais sinon, Madame Keteb, ça va être le mois d'Octobre Rose, donc j'imagine que vous avez un programme très riche, beaucoup de déplacements. Oui, au fait, tout à fait. Au fait, on a des activités sur le local, on a des activités sur Alger. On a par exemple demain, on va lancer au fait le mois rose avec la course, avec la 9e édition de la course féminine. Et puis après, nous allons faire aussi une journée de vulgarisation, une journée de formation pour les médecins. Ça va être, Inch'Allah, pour le 25 et pour le 16. Et puis le 7, Inch'Allah,
on va partir sur El Golea, le Mlia, pour faire justement une semaine de dépistage pour les femmes justement de la wilaya d'El Golea. On va rester, Inch'Allah, 7 jours. Maintenant, sur le national, en fait, on fait partie d'une alliance nationale. Alors, on a des activités sur Alger. Et puis, la nationale, on préside une alliance des associations de patients atteints de cancer. Alors, nous avons des activités sur le national. On sera à Mnia. Et puis, nous avons une journée pour... D'ailleurs, c'est dans le thème et pour une journée nationale de lutte contre le cancer du sein qui va se passer à Béchar. On sera plusieurs associations d'aide aux patients atteints de cancer et il y aura une journée porte ouverte sur le cancer du sein. Et sur le volet arabe, on fait partie d'une alliance arabe de lutte contre le cancer du sein. Nous avons aussi tout un programme. Nous avons un spot arabe qui sera diffusé sur toutes les télévisions arabes. En fait, des pays qui sont membres, on est 18 pays arabes membres. Et puis, nous avons aussi un programme sur l'international parce qu'on fait partie de l'Union internationale contre le cancer et nous avons un programme très riche, des visioconférences et on a même, en fait, notre réunion, j'allais dire annuelle, c'est le congrès mondial justement qui est prévu entre le 18 et le 20 octobre, Inch'Allah. Alors, on va dire que vous vous inscrivez vraiment dans la logique réfléchir globalement et agir localement. En tout cas, il y a comme ça pour ce que vous faites. Alors, Madame Ketab, il faut dire que le mois rose, donc c'est déjà le mois de sensibilisation par excellence. Donc, c'est vraiment le mois où les dépistages sont gratuits, où vous-même, donc à côté des autres associations de la société civile d'une manière générale, vous vous déplacez donc au niveau des zones enclavées, mais c'est aussi un moment pour faire une halte, pour faire un bilan, n'est-ce pas, de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui devait se faire et de ce qu'on doit faire prochainement. Parce que finalement, tout ce travail qui se fait, c'est vraiment pour combattre, pour lutter, pour au moins, parce que comme vous l'avez si bien dit, on ne peut peut-être pas prévenir l'apparition d'un cancer, mais probablement on peut prévenir on peut organiser une bonne prise en charge donc, de ces femmes. Alors si on doit faire un bilan de tout ce qui a été fait, de tout ce qui n'a pas été fait, de tout ce qui doit se faire, en fait, c'est important de faire le bilan, ça veut dire c'est évaluer un peu le travail qui a été fait et voir un peu les points forts, les points faibles, là où il faut changer, la faisabilité de certaines choses et tout. D'ailleurs, c'est pour ça, nous, on clôture le mois d'octobre avec un bilan, d'ailleurs, le bilan rose. On fait la soirée bilan rose et là, on dresse notre bilan, le bilan de l'année et voir, au fait, toutes les activités qui ont été faites avec tous nos partenaires, les autorités, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie Pharma, la solidarité et puis nos partenaires, en fait, tous nos partenaires, les professionnels de la santé, les parents des patients et tout le monde est réuni justement pour voir un peu toutes les activités qui ont été faites et la situation pour voir, pour évaluer, pour bien avancer justement toujours dans le bon sens bien sûr. Et puis aujourd'hui, octobre 2022, par rapport à octobre 2021, par rapport à la prise en charge, je vais vous dire qu'on n'a pas vraiment avancé sur ça. Au fait, sur certaines choses, belles que j'allais dire oui, parce qu'au fait, il y a eu le Covid qui a un peu bloqué les choses, parce qu'au fait, nous avons un plan cancer qui est très très bien fait. D'ailleurs, je salue le professeur Zitouni qui a été chargé justement de ce plan cancer, qui a fait un travail vraiment extraordinaire. Le plan cancer 2015-2019, d'ailleurs classe 2019, n'a pas été évalué au fait. L'évaluation, elle est prête et tout, mais pour le faire, on était bloqué, il y a eu le Covid et tout. Voilà, il y a eu le Covid et tout. Mais Inch'Allah, ça va se faire très très prochainement. D'ailleurs, normalement, c'est le mois prochain. Et là, ça va nous permettre justement de mettre en place un deuxième plan cancer pour concrétiser la suite, mais quand même, on va dire qu'il y a eu quand même des points positifs par rapport, par exemple, au premier plan cancer. Nous avons maintenant, par exemple, les centres anti-cancer. On avait 7 centres anti-cancer. Là, on est passé à 18 centres anti-cancer. C'est des centres extraordinaires. Il y en a parlant de structures et tout. Ils sont équipés d'équipements de la dernière génération, surtout, par exemple, pour la radiothérapie. J'espère qu'ils seront fonctionnels, Inch'Allah, très très bientôt, en fait, au moins pour certains. Et puis, pour parler sur plan médicaments quand même, là, nous avons quand même vu l'enregistrement de certains produits innovants de thérapie, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, l'immunothérapie. Dans le cancer du sein, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on aura vraiment les moyens de bien traiter, de bien prendre en charge nos femmes atteintes de cancer du sein, Inch'Allah. Nous avons avancé, il y a beaucoup de choses qui restent à faire.
si on fait comme ça le bilan rapidement, mais quand même, on a fait des pas. En tout cas, nous aurons tout le mois d'octobre pour en parler. On vous verra à la fin du mois pour un bilan plus précis. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites déjà au profit de toutes ces femmes. Merci pour ce que vous faites pour la société. Et merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Ce matin, on se reverra certainement durant tout le mois d'octobre. Rendez-vous pris demain au 5 juillet à partir de 8h30. En tout cas, merci beaucoup à vous. Madame Hamida Ketteb, je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Al-Amal. Merci. Merci encore à vous. Merci pour l'invitation et pour votre engagement. Marhaba bikoum. Et on continue, cette fois-ci ça va être pause musicale, et ce sera en compagnie de Hamid Baroudi. On se retrouve juste après. Voilà, on revient donc sur le plateau. Donc il y a quelques instants, nous étions en train de parler du mois rose ou de octobre rose. Donc là où il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait auprès des femmes, particulièrement pour le dépistage et le dépistage précoce. Cette fois-ci, nous avons une dame, une médecin avec nous qui, elle confectionne des coussins spécifiques pour les femmes atteintes du cancer. Madame Leïla Hamoudi, bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue à vous, marhaba bik. Alors vous êtes médecin, vous êtes
spécialisé dans la médecine de sport. Oui. Et vous avez quand même introduit dans votre programme les femmes qui ont eu malheureusement le cancer du sein. Oui, j'ai introduit carrément dans ma vie, pas dans mon programme. Voilà, c'est carrément j'y dans votre quotidien, carrément, dans votre quotidien avec Saha. Et justement, vous avez pensé à des coussins. Donc c'est vrai que ce sont finalement des objets auxquels on ne pense pas forcément. N'est-ce pas? On ne pense pas forcément, et pourtant c'est un élément très important dans la vie d'une femme qui a le cancer du sein ou qui a carrément vécu une ablation du sein, n'est-ce pas? Effectivement, c'est un coussin qui est ergonomique, qui est moelleux et en forme de cœur et qui est adopté dans plus de 18 pays. En forme de cœur, c'est pour représenter la solidarité en fait, non, parce qu'il épouse. Vous avez bien fait de poser cette question. En fait, c'est parce qu'il épouse la forme de l'aisselle et les contours de la poitrine. Donc, il a été très léger. Hein? Oui. Très léger. Il a été conçu par un chirurgien spécialisé dans le cancer du sein aux USA en 2001 et il obéit à un patron, à des normes particulières. Et il est donc destiné, il a des indications, il a des effets bénéfiques et des conseils d'utilisation. Voilà. Donc on l'utilise comme ça. Exact. Il y a cette utilisation qui est la plus connue, mais on peut l'utiliser également lors de la chimiothérapie ou de la radiothérapie lorsqu'il y a des brûlures de la peau pour la radiothérapie. On peut l'utiliser aussi lorsqu'on fait sa chimiothérapie pour poser son bras dessus. On peut l'utiliser aussi lorsqu'on fait des voyages. On pose ça sur la cicatrice et on met la ceinture de sécurité pour pas qu'il y ait de choc sur la région lésée. Et on peut l'utiliser aussi au niveau du cou pour s'allonger lorsqu'on a des douleurs éventuellement cervicales ou autres. Voilà. Alors justement, là, vous avez dit que le modèle obéit à un patron particulier, mais aussi parce que là, on parle de cicatrices, on parle quand même qui risque de s'infecter à un moment donné. Donc automatiquement, j'imagine que le matériel aussi, on ne peut pas travailler avec n'importe quel tissu ou avec n'importe quel ce que vous mettez à l'intérieur. Exact. Donc c'est un coussin qui obéit à, comme je vous ai dit, il a été conçu par quelqu'un de spécialiste en la matière, qui obéit donc à un patron. Oui. Donc la couturière doit obéir à ce patron. Calqué dessus, oui. Voilà, c'est la pièce du haut et la pièce du bas. Voilà, donc elle va prendre le tissu et calquer ceci, le tissu sur ce modèle. Ensuite, donc, il y a le tissu qui est 100% coton. On utilise du tissu 100% coton, toujours dans le souci de ne pas irriter la peau et dans le souci que ce soit doux et pas qui ne laisse pas en fait. Voilà. D'accord. Et puis c'est également rembourré avec de la fibre qui est de première qualité, anti-allergique. Il faut choisir de la fibre qui ne soit pas de la mauvaise fibre dure ou remplie d'impuretés ou autre, et qui obéit aussi à un poids. On doit peser. D'accord. Cette fibre est pesée, donc les recommandations sont sur ce petit carnet ce petit dépliant qu'on joint avec le coussin pour que la personne puisse voir les indications, les effets bénéfiques et les conseils d'utilisation. Donc voilà. Et donc on rembourre donc ce coussin qui est donc tracé de cette manière. On le rembourre avec la fibre et ensuite il est cousu, une petite ouverture, il est cousu à ce niveau pour pouvoir enfin avoir un produit final qui est celui-ci. Alors justement, docteur, pendant que nous étions en train d'écouter la chanson, vous étiez en train de me dire que vous avez rencontré ce genre de coussin un peu partout dans des expositions, au niveau des étalages, mais qui n'obéissent pas forcément aux normes. Vous m'avez parlé d'une couture qui se oui, l'année dernière, il y a eu des coussins qui ont été distribués par des bénévoles. Ces bénévoles ont eu c'est bien, mais je voulais juste attirer. Il y a de la bonne foi, je n'en doute pas. Sauf qu'il faut juste que ces bénévoles sachent que c'est un tissu qui doit être 100% coton, qui ne doit pas être du tissu de mauvaise qualité. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait aussi une couture au milieu. Donc la couture, il vaut mieux l'éviter toujours dans l'esprit de ne pas irriter la peau des personnes opérées du sein ou alors qui ont d'autres problèmes ou d'autres soucis de santé. Alors justement, aujourd'hui, docteur, vous travaillez beaucoup, vous consacrez beaucoup de temps pour la confection
distribution de tous ces coussins, comment vous arrivez à les faire parvenir aux femmes donc, qui ont eu le cancer? Alors, pour les faire parvenir, c'est pas trop ça mon problème, parce qu'il y a toujours des bénévoles et puis après, en plus, il faut que je m'adresse à des personnes fiables. Oui, puis fiables parce que parfois il peut y avoir des coussins qui sont comme ça. Enfin bref, donc les personnes qui distribuent au niveau des hôpitaux, des dispensaires, etc. C'est pas ça mon problème. Mon problème, il est plutôt en amont, au niveau de l'achat de la matière première. Malheureusement, l'année dernière, je suis placée sur le plateau. Il y a eu 2 ou 3 donateurs qui m'ont donné des enveloppes et c'est pour ça que j'ai pu tout le long de l'année faire des coussins et en distribuer. Donc voilà, je lance un appel pour pouvoir obtenir éventuellement pour les âmes charitables, si elles veulent bien participer à ce projet. En fait, moi, je voudrais que ce projet ne stagne pas uniquement au niveau du centre d'Alger, par exemple comme le CPMC ou alors le dispensaire. Par exemple, on en a distribué au niveau du dispensaire de Sidi Mohamed. On en a distribué tout le long de l'année. On ne s'est pas arrêté. Au niveau du centre privé de Zeralda, comment il s'appelle? Enfin, du moins. Donc, on a activé Sidi Abdallah, Zeralda. On a activé, mais la réception des coussins, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'elle est importante. Les malades, parfois, en pleurent parce que ce coussin joue un rôle, il est ergonomique, il joue un rôle de confort et de réconfort aussi. Il a un côté psychologique et affectif. Donc, c'est un coussin qui est pris partout lors des voyages. Il est le premier à mettre dans la valise lorsque ces personnes voyagent. Et la dernière fois, il y a eu une dame qui était malade du cancer du sein, qui s'est fait opérer et elle est morte dessus. Donc c'est pour vous dire que c'est pour vous dire que jusqu'à la dernière minute, ce coussin l'a accompagnée. Oui, c'est quand même très émouvant de savoir qu'il y a ce genre oui. Aussi petit soit-il, il est petit, c'est quoi? C'est un petit coussin de rien du tout, mais qui apporte beaucoup sur le plan bénéfice. Mais sinon, docteur Hamoudi, donc vous faites ces coussins-là, donc il faut dire que ce sont des coussins qui ne sont pas généralisés, donc ils n'arrivent pas aux 4 coins du pays, ils n'arrivent pas à beaucoup de femmes, pour ne pas dire toutes les femmes, parce que ce serait vraiment le projet. Bah, écoutez, avec 15 000 cas par an chaque année, c'est quand même énorme. Alors, est-ce qu'il y a un projet à l'avenir, par exemple, pour faire de la formation, n'est-ce pas, pour transmettre un petit peu ce savoir-faire, pour pouvoir démocratiser, j'ai envie de dire, cette activité un peu partout dans les 4 coins du pays? Alors, sur le plan stratégie et sur le plan théorique, les plans, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais sauf que là, par exemple... les moyens doivent suivre. Avec le don qu'on a eu la dernière fois, je remercie d'ailleurs le donateur, on a pu acheter une machine à coudre, mais on est un peu éparpillé, la fibre est par là, le tissu est là chez la couturière. Je n'ai qu'une couturière sous la main, d'ailleurs je la remercie, elle se reconnaîtra, toute sa famille participe avec moi, mais c'est pas évident de coudre ce genre de coussin. Comme elle me dit, je préfère coudre un store que ça, parce qu'il faut, c'est plusieurs étapes. Il y a des normes à respecter. On sait qu'ils sont destinés aux malades, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et après, il y a un contrôle qui est fait, etc., pour ne pas qu'il y ait... Même sur le plan conscience, docteur, même sur le plan de la conscience, quand on sait qu'on a affaire quand même à des malades... Oui. C'est humain. Avant que ce soit de la couture, avant que ce soit une activité, c'est d'abord une activité humaine. Exactement. On a essayé de donner à 1 ou 2 couturières le patron et tout, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Parce qu'avec la couturière qui est à côté, avec Samira, on a plusieurs fois rectifié le tir, etc., pour avoir un produit final parfait. Voilà, écoutez, on souhaite en tout cas que ça se généralise. N'est-ce pas, que votre voix soit écoutée au moins pour le bien de ces femmes. Il y a beaucoup de travail qui se fait en leur faveur. On l'a vu avec Madame Ketab il y a quelques instants. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et merci beaucoup pour ce que vous faites. Je vous en prie, Madame. Femmes. Merci de m'avoir invitée. Voilà. Marhaba bik. En tout cas, merci beaucoup à vous, docteur Hamidi. Et on se reverra probablement durant le mois. Ah bah oui, pourquoi pas. Puisque c'est un mois qui est destiné donc à la sensibilisation. En tout cas, merci beaucoup. Demain, on sera l'après-midi à Hamma avec l'association El Fajr pour les femmes qui voudraient avoir des informations, etc. Voilà.
Et ce sera à quel niveau? Al-Hamma. À Al-Hamma, à la bibliothèque. Pardon? À la bibliothèque. Oui. À la bibliothèque, très Voilà. bien. Rendez-vous pris. Merci beaucoup, Dr Hamidi. On continue cette fois-ci. Nous allons aller en visite à l'un des quartiers d'Alger en compagnie de Samira Hadjamal. On se retrouve juste après. J'ai voulu que l'esprit monumental entre dans leur vie, dans la vie courante de tous les jours. Voilà ce que Fernand Pouillon, l'architecte devenu algérien par passion, a voulu offrir aux Algériens. En Alger, dans les années 50, son regard, son cœur et son esprit tombent amoureux des vallons qui surplombent la baie d'Alger. Et que voici la cité de la promesse tenue. Pourquoi Pouillon arrive à Alger? Pour résorber tout ce qui est habitat précaire et les bidonvilles. Donc il y avait des bidonvilles, on venait de vivre une sécheresse en Algérie. Les gens sont revenus de l'intérieur vers la capitale, ils ont été dans les bidonvilles autour de la capitale et il fallait absolument, on sentait qu'il y avait une grogne des autochtones et le gouvernement de l'époque savait qu'il fallait faire quelque chose et entre autres de l'habitat social. Donc, dans les années 50, il y avait à la mode Zerfus et tout ce qui était le mouvement moderne, qui se traduisait par une architecture qui était une architecture de bar, dont on peut voir comme exemple le fameux immeuble de Zerfus à la place du 1er mai. De l'habitat social, oui, mais pas n'importe comment. Avec vue sur mer, place, échappée, sculpture d'art, du luxe à la méthode Pouillon. Pouillon est un compositeur de l'architecture. Le mot composition a une consonance un peu classique, mais lui, il le revendique. C'est quelqu'un qui prend tout, qui, comme tous les architectes, ils se nourrissent de tout. Mais lui, il veut garder le rapport à l'histoire. Et le rapport à l'histoire, c'est que la ville médiévale est faite de places, de placettes, de rues, de ruelles, d'escaliers urbains, de passages urbains, de portes urbaines. Et on retrouve tout ce langage dans son architecture et dans ses cités d'habitation. Du langage de la pierre à la céramique, en passant par la couleur du carreau de faïence, c'est tout le génie créatif qui s'est mis en branle pour Confort le bijou. Il y a aussi ce rapport et ce mariage, on devrait dire, entre la céramique qui se traduit par à la fois des carreaux de faïence, à la fois des petits détails de claustras, à la fois des pavements. Donc il y a toute une diversité du langage de la terre cuite au niveau de l'architecture de la cité d'Yar el-Mahsoul. Il a employé des artisans des années 50, mais post-indépendance, il y avait évidemment Boumehdi qui, dans cette cité, a refait tout ce qui est le minaret, donc de l'église transformée en mosquée. Et même la couleur de la faïence qui est sur le minaret, c'est un bleu d'Ispahan que Boumehdi a pris énormément de temps à trouver la couleur. Le génie de l'architecte de 2 millions de kilomètres carrés en Algérie ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a conçu un habitat tout équipé, avec respect du climat, s'il vous plaît. Pouillon s'arrangeait toujours avec la même enveloppe pour essayer de rajouter un plus. Autrement dit, pour la Diyar el-Mahsoul, il y a le marché, la place du marché, il y a le téléphérique, il y a tout ce qui est locotechnique, toute la chaudière est placée donc sous les arcades que vous avez derrière et qui permet donc de mettre à disposition chauffage et eau chaude à tout le réseau de toute la cité. C'est ça qui est quand même un plus et qui est un exploit aussi assez technique pour l'époque. Sans oublier que les appartements étaient équipés d'une petite cuisine, mais équipés. Donc il y avait la cuisinière, le réfrigérateur, et c'était donc pour l'époque assez précurseur. Sa technique, son œuvre, a fait que Pouillon s'est inscrit dans la mémoire et l'histoire algérienne. Qu'on en était au bâti. Donc avec Pouillon, quand on parle de composition, il y a une variété, une diversité du bâti. Si vous faites attention, les bâtiments n'ont pas la même hauteur. Déjà, quand ils sont posés au sol, il y a une différence de terrasse, mais même au niveau du skyline, il y a des bâtiments hauts, des bâtiments plats, il y a des bâtiments tours, comme la tour que vous avez derrière moi, et il y a les autres bâtiments qui ont aussi des formes en L, en U.
et qui emprisonne justement un espace pour pouvoir entourer le vide. Et d'où l'idée de la fameuse place aux escaliers, donc la fameuse porte de la mer, avec la perspective sur la mer, mais qui est malheureusement obstruée par l'abri poubelle. Un dernier mot pour parler d'un bâtiment emblématique de la cité, c'est le bâtiment des architectes. Sur le plan masse que vous aurez de Deir El Mahsoul, vous pouvez repérer un bâtiment carré avec une cour et un balcon filant. C'était un bâtiment fait pour les architectes, pour permettre la convivialité dans la cour et pour permettre la balade sur tout le balcon qui en fait ceinture le bâtiment. Donc c'est un bâtiment assez intéressant à visiter. Et voilà, et de là, on va descendre un peu plus bas pour aller à l'esplanade Riyad El Fath, là où se déroulera le rendez-vous incontournable de tous les amoureux du 9e art, à savoir la bande dessinée, puisque le festival de la bande dessinée se tiendra cette semaine à partir du 4 octobre jusqu'au 8. Nous en parlons ce matin en compagnie du commissaire du festival, Salim Brahimi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien, merci. Comment on se sent? Très bien. Donc déjà, bon rétablissement à toi. Merci. Donc, le FIBDA. Le FIBDA. C'est le rendez-vous. La 14e édition de 14e la FIBDA. édition. Une véritable tradition qui s'est installée maintenant. Une tradition qui s'est installée, mais surtout que le festival, notre pays, a une longue tradition avec le 9e art. Ça a commencé, bon, la bande dessinée n'existait pas, mais nos aïeux racontaient leur quotidien sur les gravures, à travers les gravures rupestres du Tassili Nadjer. Donc, eux-mêmes, ils avaient ça, même si la BD n'existait pas, mais pendant la colonisation de une bande dessinée préhistorique. Oui. Donc, et pendant la colonisation, il y avait certains Algériens, auteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont utilisé tout comme ils ont utilisé le football, le théâtre pour défendre l'identité nationale. Ils ont utilisé la bande dessinée. La bande dessinée, comment? Je vous donne un exemple. Zanoun, Monsieur Saïd Zanoun, Allah Ta'ala Amaro, qu'est-ce qu'il faisait? Il dessinait sur les colonnes de la presse coloniale à l'époque, de manière cachée, cryptée, le drapeau et l'étoile du drapeau algérien. Et c'était fait d'une manière cachée qu'eux-mêmes ne remarquaient pas. Et c'était sa manière de... En fait, c'était des messages subliminaux. Subliminaux, mais c'était pour dire pour défendre l'identité nationale, en fait. Donc, les Algériens ont toujours été futés pour défendre notre pays, notre emblème. Et donc, après l'indépendance, il y a eu la revue iconique Mqidesh, qui a révélé la première génération des auteurs de BD. Donc, l'Algérie a une longue tradition avec le 9e art. Et pour cette 14e édition, il y aura le Japon comme pays invité d'honneur. Pourquoi le Japon? Pourquoi le Japon? Parce que tout simplement... On devine, on devine pourquoi le Japon, mais... C'est une des 3 grandes écoles de bande dessinée dans le monde. Il y a les États-Unis avec le comic book américain. Il y a l'école européenne avec la BD franco-belge. Tous ces pays ont été invités d'honneur dans des éditions précédentes du FIBDA. Donc maintenant, c'est au tour du Japon. Le Japon, c'est une grande école avec le manga. On aura une forte délégation d'auteurs japonais de très haut niveau. Donc, je vous donne quelques exemples. Le docteur Aoyagi Etsuko, qui est professeur d'art, elle est chef du département d'art de l'université de Tsukuba. Elle va venir, elle a écrit plusieurs thèses sur le manga algérien et elle s'intéresse beaucoup à notre culture. Nous avons aussi, pour la première fois en Afrique et peut-être même dans le monde arabe, la présence du Musée international du manga de Kyoto à travers 2 de ces chercheurs qui sont en même temps à l'université de Kyoto. C'est Dr Itoyo et Sung Young-soo qui seront là présents. Et nous aurons un mangaka japonais très célèbre qui a fait dans l'animation, mais également dans le développement de jeux vidéo qui s'appelle Yokoi Sampo. Donc tout ce bon monde animera. On aura des invités des 4 coins du globe, par exemple le Mexique pour la première fois, avec David Alvarez, et qui va présenter une exposition et une conférence. On aura la République démocratique du Congo. Bien sûr, on aura les Algériens, nos artistes algériens, on en est fiers. Ils seront présents, jeunes, nouvelles et anciennes générations. Et voilà, donc ça sera autour d'ateliers pédagogiques. On a introduit un nouvel atelier cette année, c'est l'atelier de la bande dessinée en langue amazigh qui est très bien, ça, parce que là, ça se développe. C'est surtout à travers des contes qui sont convertis en bande dessinée, raconter les contes du terroir, et d'où d'ailleurs le slogan qui est dessinons notre patrimoine.
Donc on s'inspire du patrimoine pour faire de belles bandes dessinées. Alors justement, Sayan, oui. Parlant de cette jeune génération de l'Algérie, alors on voit quand même qu'il y a de véritables grains d'artistes, grains d'artisans, même j'ai envie de dire, en matière de bande dessinée, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les étalages de bibliothèques se sont bien enrichis avec donc des éditions de bandes dessinées de ces jeunes, donc qui s'intéressent réellement à raconter donc l'histoire, à raconter leurs personnages imaginaires, n'est-ce pas? Oui, oui. Et en fait, ce qui est intéressant avec les auteurs algériens, ce qui distingue leur travail, c'est qu'ils racontent le quotidien algérien, en fait. L'humour algérien. Le quotidien algérien, Sayan, mais avec des personnages pas forcellement algériens. Si, généralement. Mais inspiré un petit peu quand on a une petite personnages. fille, elle fait des bêtises. Pourtant, il y a beaucoup de filles qui ont de beaux cheveux, Je sais, n'est-ce pas? Non, mais oui. Mais Moucheriba Hadik, elle ressemble toujours à un personnage. Oui, c'est le personnage fétiche de Hanan Ben Medjouni, qui est une auteure de bande dessinée, qui a fait cette jeune fille qui. Il y a Zozo, il y a plein de personnages algériens de Bouchra Mortari. Il y a Sami Koun, il y a plein d'auteurs algériens qui racontent le quotidien algérien avec de l'humour algérien, des tournures de phrases algériennes, des onomatopées algériennes. Par exemple, khbat. En japonais, généralement, c'est des kanji. Mais en algérien, khbat, voilà, tu vois, un exemple, il y en a plein. Et donc, c'est ça, le but, c'est de justement faire des bandes dessinées qui sont à notre image et qui s'adressent à nos lecteurs. Et c'est ça la valeur ajoutée. Bon, ça ne sert à rien de raconter, je ne sais pas, un Steve qui se balade à New York. De toute façon, le message aura du mal à passer aussi. C'est vraiment lorsqu'on parle de son quotidien qu'on s'identifie autant que lecteur aussi. Mais sinon, Sayan, revenons un petit peu à tous les ateliers que vous allez organiser lors de cette édition. Donc, il y a un véritable partage de savoir et de connaissances et surtout transmission de savoir. Transmission. Et vous parlez de transmission à cette occasion. Je remercie la tutelle, qui est le ministère de la Culture et des Arts, à travers notre ministre, Dr Soraya Mouloudi. Et justement, on a insisté sur l'aspect pédagogique et formation. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura deux types d'ateliers. On aura des ateliers de fond, c'est une nouveauté, qui se dérouleront au sein même de l'école supérieure des Beaux-Arts. C'est des ateliers fermés qui prennent du temps. Et surtout, c'est du très haut niveau. Il y en a plusieurs, je vais en citer un à titre d'exemple et qui est une nouveauté en soi. C'est l'atelier d'écriture scénaristique de la bande dessinée avec M. Sirier. La bande dessinée, le processus de développement d'une bande dessinée se rapproche de celui du cinéma, d'un film. Il faut faire un storyboard, il faut écrire d'une manière, bien découper et répartir son texte et bien amener la chose. C'est des techniques qui s'apprennent et qui s'adressent aux étudiants des Beaux-Arts. Mais on a aussi également en parallèle pour le grand public à l'Esplanade plusieurs ateliers tous les jours. Un atelier de bande dessinée pour enfants, mais également l'atelier, une nouveauté aussi, qu'on a introduit d'une manière, l'année passée, on l'a développé cette année, c'est l'atelier Digital Speed Drawing. C'est quoi? C'est dessiner, utiliser une tablette, la Cintiq pour ne pas la citer, qui est utilisée dans les plus grands studios de développement d'animation. Des tablettes graphiques, c'est ça? Voilà. D'accord. C'est à travers ça, les visiteurs peuvent découvrir les techniques de dessin à travers ces tablettes. Et donc, il faut dire que les plus grands studios américains, japonais, ils utilisent ce genre d'outils pour développer, créer dans le domaine de l'animation. Je citerai DreamWorks ou d'autres studios qui font un travail très développé, mais également des bandes dessinées. Et le but, c'est de expliquer au grand public, et ils vont l'essayer, comment on travaille le processus de création graphique à travers ce genre d'outils digitaux. Bon, la manière classique au crayon aussi, elle existe, bien sûr, les deux ne se font pas concurrence, mais voilà. Ils se complètent. Elle se complète. Il y a des auteurs qui tiennent à la méthode classique, d'autres à la méthode digitale, d'autres qui font les deux. Mais certains vous disent, le digital, c'est... Non, le stylet ne bouge pas tout seul. C'est tout comme le crayon. Tout comme le crayon, c'est l'auteur, l'artiste qui le fait. Et donc, du coup, ces ateliers-là permettront aux gens Il n'y a pas que des ateliers, on a plusieurs expositions internationales. On a Cuba qui est présent, on a la Côte d'Ivoire, on a plein de pays qui participent à ce festival. Nous avons également un espace de 200 mètres carrés qui est dédié au gaming et la réalité virtuelle.
à travers des franchises ça va de soi, hein. Ah oui, qui sont liées aux jeux vidéo, qui sont des adaptations de bandes dessinées en jeux vidéo et de mangas aussi en jeux vidéo. Et donc, on a des concerts musicaux. On a un groupe japonais de shamisen et de shakuhachi. Le shamisen, c'est un instrument à cordes japonais. Le shakuhachi, c'est une espèce de flûte qui ressemble un peu à la guesba algérienne, mais c'est un peu différent. Et ils seront accompagnés d'un concert BD. C'est quoi? Le principe, c'est un concert avec des planches derrière de bande dessinée, du patrimoine algérien. D'accord. Et donc, avec une touche algérienne, on a deux autres groupes. On a du métal, avec le groupe Jugulator, qui est très apprécié au FIBDA, mais également un groupe qui s'appelle Bledi, qui fait du flamenco. Et pas que. Alors, on aura, comme chaque année, droit à la rencontre donc, des cosplayers. Ah oui, le cosplay, il sera là. Le jury est international cette année. Donc, c'est toujours compétitif? Oui, bon, ils peuvent venir, c'est-à-dire visiter. Il y a des gens qui souhaitent juste venir en cosplay, ils seront les bienvenus. Mais il y a surtout le concours et avec un jury international présidé par Dr Aoyagi Etsuko, justement la japonaise. Il y a une composante de qualité. On aura la championne de France 2019 du cosplay, Livana Hart, qui fera partie du jury. Donc ça sera du haut niveau. Enfin, on l'espère. Et ça sera dédié au grand public de tous les âges, des enfants, des adultes, des adolescents, même des personnes âgées qui aiment la bande dessinée, qui viennent, on espère, découvrir l'œuvre. C'est vrai que la bande dessinée, elle est destinée à tout âge. Tout âge. Particulièrement à l'ancienne génération, puisqu'ils ont grandi avec les bandes dessinées, c'est ce qu'ils avaient comme livre de lecture étant petits. Mais sinon, Sayan, pour rester dans le cosplay, donc du moment que c'est un concours, on est quand même un petit peu, j'ai envie de dire, à l'avance. Donc on est à 4 jours avant le lancement du FIBDA. Sinon, Sayan, donc du moment que c'est un concours, donc automatiquement, il va y avoir des règles à respecter. Donc, Absolument. Donc, des règles. Bon, le cosplay, en fait, il est adressé au grand public. Et du coup, ça inclut aussi les enfants. Donc, il faudrait que ces prestations et ces costumes soient adaptés à ce genre de public. Nous essayons de veiller à ça. Il faudrait faire le costume soi-même, le confectionner et faire une prestation théâtrale devant le jury. Le cosplay, on s'amuse quand on vient les voir. Oui, c'est vrai. Mais pas que. Le cosplay a un but plus profond qui est celui de dévoiler les costumiers de demain. Les costumiers, c'est les gens c'est des travailleurs de l'art, qui font des costumes pour le cinéma, le théâtre, que sais-je, les séries télé. Oui. Et donc, comme on n'a pas beaucoup de vrais costumiers dans notre pays, ils sont très rares, c'est-à-dire comme métier qui ne font que ça. Il y a certains cosplayers qui tellement sont excellents dans la confection de costumes. Franchement, il y a certains costumes, on les voit, ça n'a rien à envier à une production. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai vu, oui, mais c'est ce que je trouve ça très spectaculaire d'ailleurs. Oui. Surtout lorsqu'on a l'occasion de discuter avec les cosplayers, ils vous disent, moi, c'est mon personnage préféré, je l'ai fait tout seul, je l'ai confectionné tout seul. Je dis oui, mais est-ce que vous avez déjà quelques notions de couture? Rien, aucune notion de couture, mais c'est ma mère qui m'a aidé, c'est ma tante qui m'a aidé, c'est la voisine qui m'a aidé. C'est très beau. Oui, c'est certain. D'ailleurs, il y a une cosplayeuse qui n'avait aucune notion de couture. Elle a appris la couture à travers le cosplay. Voilà. Justement, sa mère l'a aidée et après, elle est devenue. Et plein d'autres. Il y a des garçons qui ont appris la couture. Effectivement. En faisant du cosplay, ça m'a étonné. Voilà. Ils ont fait du bon travail, c'est ça qui m'a. Ils ont fait du bon travail, mais surtout, Sayan, pour le concours, encore une fois. Donc, je ne parle pas du cosplay qui est destiné à tous. Free cosplay. Mais pour ceux qui sont destinés au concours, est-ce que le cosplay doit représenter un personnage connu ou il y a quand même cette ouverture à des personnages imaginaires? Non, les deux. En fait, le cosplay, c'est incarner un personnage de bande dessinée, de cinéma, que sais-je, de culture populaire, de théâtre. C'est ça le cosplay en fait, c'est des personnages souvent fictifs qui sortent du patrimoine, des contes, mais également des personnages. Spider-Man, c'est pas un personnage réel, c'est un personnage, ou Superman, ou Mkhidesh algérien, ou Lunja. Quand on parle de Lunja ou le Roula. Voilà. Le Roula aussi. Lunja bint el Roul. Voilà, Lunja bint el Roul. On a Blanche-Neige et les 7 nains.
Tu peux faire Blanche-Neige, tu peux faire les 7 nains, mais également tu peux faire la sorcière. Donc, c'est des personnages, et des héros et des anti-héros, des bons et des méchants. C'est ça le. Et sinon, on peut toujours, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, il faut dire, la génération d'aujourd'hui, les enfants ont une imagination débordante. Hein. Donc, on va vous créer un personnage qui sort de nulle part. Bon, c'est vrai que tu as raison lorsqu'on dit qu'il y a toujours une inspiration quelque part. Donc, on va toujours puiser notre inspiration. Non, ils ont le droit de faire les deux en fait. Les deux, voilà. Ils peuvent créer un personnage qui existe déjà, mais ils peuvent aussi créer leur personnage en fait. C'est ça ce qui est intéressant. Oui, voilà. mais pourvu que ça soit que ça ait de la prestance et que ça soit qu'ils peuvent convaincre un jury avec leur personnage. S'ils arrivent à construire une personnalité, un personnage convaincant et qui déborde d'émotions, voilà, c'est bien, tant mieux. C'est le but. On a des fois des cosplayers qui font des personnages originaux et des fois c'est super réussi. Ça peut après être adapté en vrai personnage. Pourquoi pas c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc ça permet finalement de détecter un petit peu toutes ces graines, tous ces petits artistes tous qui ces sont talents cachés, qui viennent des quatre coins du pays. Tous ces talents qui ne demandent que ça. Mais le cosplay n'est qu'une partie du festival. Le festival est axé sur le cœur du festival, c'est la bande dessinée en fait. C'est la bande dessinée. D'ailleurs, c'est des productions d'éditeurs qui vont présenter leurs nouveautés algériennes. C'est aussi des conférences et des débats tous les jours avec plein de thématiques des quatre coins du globe. Tout le monde sera servi finalement lors de ce FIBDA. Donc on rappelle les dates, on rappelle les horaires. C'est du 4 au 8 octobre, de 10h à 19h. Au niveau de l'esplanade de Riyad el-Fath, donc au pied justement de Maqam Shahid, c'est magnifique. C'est magnifique, en plus on est gâté par le soleil ces temps-ci, il fait très beau en ce moment. Oui, d'après la météo. Pourvu que ça dure cette semaine. On espère que ça soit bon. Pourvu que ça dure. Alors juste pour avoir le programme des différents ateliers, on va sur le site. Oui, sur le site ou le site fibda-dz.com ou le site sur Facebook, la page Facebook Fibda, la page. Et donc, on peut trouver le programme détaillé tous les jours. De toute façon, les ateliers, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours, qui sont décidés. Et d'ailleurs, il y aura des prix pour les ateliers. Les enfants qui participent aux ateliers, ils vont dessiner, apprendre à faire une BD, et ils vont faire 1 ou 2 planches. Et les meilleurs auront des prix à la fin du festival. Encore une fois, pour encourager les enfants. En tout cas, bravo. Encore une fois, je vous remercie d'avoir perpétué cette tradition, surtout, Sayane. En tout cas, Sayane, merci beaucoup. Merci Donc, on se donne rendez-vous à partir du 4 du 4 mardi, c'est-à-dire ce mardi à l'esplanade de Riyad el-Fath. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir. Ah, certainement. D'ailleurs, moi, j'appréhende toujours le FIBDA. Juste pour l'entrée, je me dis il va y avoir beaucoup de monde. En tout cas, Sayane, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Beaucoup de réussite pour cette édition, comme à chaque fois. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve avec un énorme plaisir dès demain à partir de 8h. Au revoir.